On attend encore les retardataires, on ne va pas tarder à commencer. Tout d'abord, remercier le Felipe d'avoir eu l'excellente idée d'organiser un débat sur l'innovation sociale. Je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'on en a bien besoin. Alors, je m'appelle Francine Bavet. Alors, je ne sais pas bien ce qu'est une femme politique. Je sais ce qu'est une femme concernée, engagée. J'ai en effet été élue. Mais je suis ensuite retournée travailler dans mon équipe de responsabilité sociale d'entreprise. J'ai donc le plaisir d'animer ce débat aujourd'hui et d'accueillir trois éminents représentants des questions, éminentes représentants des questions que nous nous posons. Et je vais commencer par vous présenter Aurélien. Je dirais politesse oblige, puisque tu es le seul représentant de la genre masculine. Et donc, Aurélien, je crois que tu es trésorier de la Petite Roquette. Alors, la Petite Roquette, je ne sais pas s'il faut la présenter ici, mais il vous en parlera tout à l'heure. En tout cas, on peut dire très vite que entre 2005 et 2012, un squat artistique s'est transformé dans une des plus belles ressourceries que je connaisse, et après avoir vécu au moins 3 déménagements. Au moins. Et puis, dans la foulée, Aurélien, tu présides le REFER, le réseau francilien des acteurs du réemploi. J'ai remarqué qu'il avait la même adresse que la Petite Roquette. Je suppose qu'il y a un lien de cause à effet. Et qu'entre 2005 et 2014, il s'est passé des tas de choses. Alors Antoinette Gull, vous la connaissez si vous êtes parisien. Elle est élue du 20e arrondissement, maire adjointe à l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'économie circulaire. Et puis, on parlera tout à l'heure de sa nouvelle responsabilité d'ambassadrice de l'économie circulaire. Et Isabelle Delannoy, qui sera la première à intervenir, mais je parlerai des règles du débat si vous en êtes d'accord ensuite. Isabelle est auteure et environnementaliste, vous dit l'invitation, mais je dois vous dire qu'elle est bien plus que ça, qu'elle est théoricienne de l'économie symbiotique, et vous avez certainement vu son bouquin sur la table de signature. Elle est gérante et fondatrice d'une entreprise, une agence de développement économique qui s'appelle Do Green. Et surtout, je dirais, vous l'avez certainement vue comme chroniqueuse télé, c'était sur France 2 de mémoire. Et elle est la scénariste du célèbre film qu'on attribue à Yann Arthus Bertrand, Home. Donc vous le savez, il a eu un rôle non négligeable dans la vie politique en France, je crois. Donc merci à vous trois d'avoir accepté de participer à ce débat. Alors les règles du jeu, si la salle en est d'accord, je vais vous proposer 3 phases à ce débat. Le premier, je leur accorderai à chacune 10 minutes pour nous expliquer leur vision de ce qu'est l'innovation sociale et à quoi elle peut être utile. 10 autres minutes où, et là pour la première phase, je dirais, décidé de l'ordre d'intervention, puisqu'on va commencer par la théorie, puis par la mise en œuvre politique des visions théoriques, et ensuite par le terrain. Pendant la deuxième phase du débat, où ils auront à peu près le même temps de parole, mais plus dans le désordre, puisqu'ils pourront se répondre et s'interpeller, on parlera de l'avenir et comment on peut donner de la force à toutes ces propositions et à toutes ces politiques publiques et à toutes ces actions qui se veulent des actions de transformation de notre société. Et dernière période du débat, vous aurez la parole pour poser des questions, interpeller.
et plus si vous le désirez, et ils vous répondront, puisque nous avons devant nous à peu près 1 heure et demie, ce qui laisse le temps de réellement réfléchir et pourquoi pas élaborer, hein, puisque de fait la logique qui nous anime, l'innovation sociale, c'est cette nouvelle volonté d'essayer de trouver, construire ensemble des solutions aux défis qui comment dire, interpellent notre société, défis environnementaux, défis sociaux, mais aussi défis démocratiques. Comment on peut prendre la parole, agir pour transformer sa propre vie et celle de la société dans laquelle on vit. Alors, vous l'avez compris, tout cela est très, très ambitieux. L'animatrice aura un rôle mineur. Moi, je suis née avec le progrès. J'ai été câblée comme un ingénieur. J'ai essayé de devenir ingénieuse, c'est-à-dire trouver des solutions, bricoler pour justement finalement laisser une trace positive avant de laisser la place aux autres. Et donc, je me contenterai d'essayer de leur donner la parole, peut-être de les interpeller un peu pour que vous ne vous ennuyiez pas, parce qu'on peut innover socialement et le faire dans le plaisir, le faire en positif. Et je crois que tous les trois peuvent nous l'expliquer et nous le prouver. Alors, on va donc commencer par 10 minutes pour Isabelle, qui va nous parler de l'économie symbiotique, je suis persuadée. C'est bon. Je vous remercie. Je suis très honorée du coup d'ouvrir ce débat. Merci beaucoup. Alors, en fait, l'économie symbiotique, c'est une découverte. C'est en effet une théorisation en fait de ce qui émerge en ce moment. Et ce que j'ai découvert, en fait, suite au film Home, moi j'étais dans l'écosystème des solutions, hein, j'étais dans tout ça, ma vie quotidienne c'était ça, et je voulais parler des solutions. J'en avais marre de parler toujours des désastres, et on n'avait plus beaucoup de temps pour réagir, et donc je voulais porter les solutions autant que j'avais pu porter l'enjeu écologique. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que toutes ces nouveaux modèles économiques et productifs qui émergeaient, et finalement sous leur très grande diversité de noms, alors c'est l'économie circulaire, la permaculture, l'agroécologie, l'économie de fonctionnalité, hein, c'est des gros mots tout ça, l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin, les monnaies complémentaires, etc. Eh bien, l'économie du pair à pair, collaborative, du partage, etc. On voyait qu'elle se structurait selon un fonctionnement identique. Malgré elles utilisaient forcément des vocabulaires différents. J'ai oublié les énergies renouvelables là-dedans aussi. Elles utilisaient forcément des vocabulaires différents vu la diversité des activités. Mais si on regardait en fait leur fonctionnement, et moi je suis ingénieure aussi en fait, donc ça formait comme un nouveau moteur, des nouveaux rouages en fait, d'un moteur qui fonctionne économique, qui fonctionne complètement différemment de l'économie actuelle, et que en plus ces logiques, ce qu'apportent les unes sont souvent les besoins des autres. Et c'est-à-dire que par exemple l'économie sociale et solidaire, qui est la plus ancienne, qui est apparue au milieu du 19e siècle, hein, le mouvement coopérativiste apparu au milieu du 19e siècle, est très ancien et souvent il s'est pyramidalisé. Et donc il n'arrive plus à répondre à l'objet social qui s'était donné, qui était de redistribuer la valeur équitablement et de donner accès à chacun à la décision et à cette redistribution de la valeur, puisque le principe, c'est un homme, une voix, et quel que soit le capital qu'on puisse investir. Et évidemment, dans une société pyramidale, il a tendance à se pyramidaliser. Et quand l'économie du pair à pair arrive, alors elle arrive avec quoi ? Elle arrive avec Internet, qui est justement un média, une infrastructure qui permet des échanges
direct. C'est-à-dire que quand vous êtes sur les réseaux du web, si vous êtes sur Facebook, par exemple, vous pouvez vous contacter directement sans demander l'autorisation de quiconque. Et vous avez une relation directe. Et c'est exactement ce qui manquait à l'économie sociale et solidaire. Et du coup, on a des nouvelles formes de gouvernance qui sont apparues en pair à pair, collaboratives, comme ça, comme l'holacratie, la sociocratie, les mécanismes d'intelligence collective, et qui vont permettre à l'économie, qui vont renforcer en fait l'économie sociale et solidaire dans ses principes premiers. Puis c'est cette façon d'agir comme ça, de façon en collaboration directe, en valorisant la diversité, en donnant accès à tous au même territoire de flux, en fait, que ce soit d'information, d'énergie, de matière. Eh c'est la même chose pour les énergies renouvelables. Quand les énergies renouvelables, vous voulez vraiment faire un territoire avec des énergies renouvelables, elles ne sont pas assez puissantes pour pouvoir agir seules. Et lorsqu'une éolienne fait de l'électricité, par exemple, eh bien, s'il n'y a pas de vent, et que comme l'électricité ne peut pas se stocker, eh bien, on a besoin aussi du solaire. Et puis, c'est idem pour le solaire. Et puis, donc, on va associer de la méthanisation, etc. Et du coup, en fait, les systèmes les plus efficaces, c'est des systèmes coopératifs énergétiques. Mais sauf que là, c'est des machines qui dialoguent entre elles et qui ont besoin d'une diversité et qui forment des écosystèmes. Et quand on voit la permaculture, c'est la même chose. En fait, on met en collaboration directe des espèces dont on sait la diversité des complémentarités qu'elles peuvent avoir. Et elles vont on crée des écosystèmes comme ça qui deviennent hyper productifs et qui deviennent autonomes. Parce que lorsque vous faites une monoculture, toutes les plantes ont les mêmes besoins. Et donc, aucune ne peut apporter à l'autre. Si vous avez que des plants de maïs, tous les plants de maïs vont avoir les mêmes besoins. Donc, vous êtes obligé d'amener leur nourriture de l'extérieur. Tandis que dans des systèmes comme la permaculture, les plantes sont complémentaires. L'une va nourrir les autres, etc. L'une va chercher l'azote, l'autre la potasse, l'autre le phosphore, etc. Et le système va devenir autonome. Elles vont former un écosystème. Je me suis rendu compte, en fait, que toute cette nouvelle économie, elle procédait comme ça en écosystème. Elle forme des écosystèmes vivants, elle forme des écosystèmes sociaux, elle forme des écosystèmes techniques. Et avec ce jeu de complémentarité qui est systématique, en fait, ça forme un écosystème complet économique et qui est régénératif parce que vous pouvez régénérer les écosystèmes vivants, parce que vous régénérez les écosystèmes sociaux et vous rendez même la technologie de plus en plus efficiente. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais et surtout, ces principes, en fait, ils sont complètement à l'opposé de notre économie actuelle qui est extractrice. Et ils produisent, du coup, un développement complètement différent. C'est une économie de croissance, ça crée bien de la croissance économique, mais elle part des territoires, elle part de la base. Et elle va réorganiser des éléments qui sont déjà existants, mais d'une façon où, en fonctionnant en écosystème comme ça, on va avoir de plus en plus d'autonomie et de plus en plus, mais en même temps en restant ouvert sur l'extérieur. Sinon, cette diversité, en fait, ce qui est la base de ces systèmes, elle s'épuise. Et tout ça, ça demande beaucoup d'innovation sociale. Parce que pour faire des écosystèmes territoriaux, là je reviens des journées internationales du zéro déchet, qui se passaient à Miramas, dans un territoire qui veut devenir zéro déchet, eh bien, il faut faire collaborer des cultures complètement différentes, des services publics, des acteurs privés, des acteurs du rural, des acteurs de l'urbain, des acteurs associatifs. Vous ne pouvez pas avoir une plus grande diversité de cultures pour monter des projets ensemble. Et donc, ça demande une innovation sociale et des compétences complètement différentes. Ils avaient demandé ils m'ont demandé d'animer un atelier d'intelligence collective pour justement que les gens du territoire produisent un cahier des recommandations pour les formations. Et ça, si ce n'est pas de l'innovation sociale, c'est-à-dire qu'on se dit, pas j'ai tout dans ma tête et je vais interroger quelques experts et puis je vais vous dire ce qu'il faut faire. Non, on fait exactement l'inverse. On se dit, les compétences, elles sont sur le territoire.
Nous, finalement, c'est des cultures qu'il va falloir marier, et on est tous la culture de notre métier ou de notre entreprise ou de notre institution, donc on ne sait pas faire. Il faut qu'on se rassemble. Et du coup, en fait, comme ça, en 4 heures, avec des exercices, des ateliers en plus très ludiques, mais c'est toujours très productif, eh bien, on a pu sortir un tas de recommandations venant d'acteurs aussi divers que des étudiants, les professionnels de la formation, des industriels, des gens des administrations, etc., pour se dire, finalement d'abord, de quoi on rêve pour notre territoire et de quoi on a besoin. Donc c'est vraiment, ça lie, c'est une économie qui se fonde sur les territoires de besoin et les territoires de valeur. C'est étonnant, parce que quand vous êtes en collaboration libre, en fait, vous n'allez pas, par exemple, je prends un réseau social que souvent on est tous, Facebook, vous n'allez pas aller dialoguer avec des gens qui ne sont pas d'accord avec, enfin, où vous ne partagez pas les mêmes valeurs, où vous n'avez pas des intérêts convergents. Donc en fait, il se trouve que ces gens, pour faire économie, eh bien, en fait, on se rassemble sur les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. Et on reconnaît notre diversité. On l'accepte, on sait que ça peut être source de tension, on sait aussi qu'on ne peut pas collaborer avec tout le monde, et parce que parfois il y a des inimitiés, on n'y arrive pas, quoi, c'est tout, il faut l'accepter. Et eh bien, on crée comme ça un écosystème social pour faire un écosystème économique. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que c'est apparu dans le monde entier tout ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont innové de façon absolument non concertée, mais complètement cohérente, et qu'aujourd'hui, on a toutes les pièces du puzzle pour faire une nouvelle économie. Voilà. Merci. Tu as tenu les temps parfaitement. Et donc, je vais passer la parole à Antoinette, qui, elle, a fait des études de commerce, qui a utilisé son savoir-faire bancaire pour ensuite faire de la microfinance en Afrique, qui a créé des AMAP, des jardins partagés, récupéré et recyclé des jouets, mais qui finalement, en tant que femme engagée sur le terrain, a décidé de s'engager politiquement parce que je suppose qu'il lui manquait un outillage. Alors raconte-nous finalement à quoi ça sert d'être élu et comment on anime une mission de ce genre-là. Bon. Alors bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, moi je suis élue depuis 2014 et avant j'ai fait ma carrière professionnelle mais aussi citoyenne et militante dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, dans le domaine de la microfinance, dans le domaine du recyclage et du réemploi. Et donc je suis, lorsque j'ai été élue en 2014 et lorsque je suis devenue adjointe à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, se posait toute la question de comment construire un système, alors moi qui avais été de l'autre côté en tant qu'actrice de l'économie sociale et solidaire, qui puisse servir aux acteurs et au développement des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le terrain. Et pas uniquement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque j'ai les 3 délégations, économie sociale et solidaire, économie circulaire et innovation sociale. Même si ce 3e élément, en fait, englobe les 2 autres, en réalité, et c'est ce qu'on retrouve dans le livre d'Isabelle Delannoy. Moi, j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit parce que en réalité, c'est exactement cette démarche-là qui m'anime. Alors moi, je l'aurais dit et écrit moins bien qu'elle ne l'a fait, mais en tout cas, quand j'ai lu son livre, j'étais vraiment heureuse qu'en réalité, ce que j'imaginais sans pouvoir le dire et l'écrire aussi bien et de manière aussi structurée, avait pu être posé sur le papier par quelqu'un qui connaît bien l'ensemble de ces problématiques. Donc j'ai été, il est vrai, ravie de lire ce livre et je vous le conseille si jamais ça n'est pas déjà le cas. Il faut absolument que vous le procuriez pour le lire parce qu'il est très très bon. Bon, voilà, je l'ai dit, je sais que ça la gêne un peu quand je fais ça, mais je vous assure qu'il est tout à fait singulier dans tous les livres qui existent sur cette économie alternative. Vous avez compris qu'on peut être élu et fan. Oui. Mais je le dis, ce livre, comme l'a dit Aurélien, on peut le manger dans tous les sens et il est plein de ressources. C'est vrai. L'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy. Et il est bleu, il y a une grenouille sur la couverture et vous le trouverez juste en sortant de cette salle. Voilà, le moment pub étant passé,
Mais en tout cas, c'est une vraie source à la fois théorique mais aussi pratique. Moi, j'aimerais juste vous faire part de cette expérience d'élu. Moi, mon objectif en tant qu'élue parisienne à l'économie sociale et solidaire, enfin à toutes ces nouvelles formes alternatives d'économie, ça a été de dire, en fait, il faut que toutes ces économies créent un écosystème qui soit un écosystème à maille serrée, puisqu'en fait, si les unes et les autres de ces initiatives peuvent se répondre à leurs besoins, en fait, on réussira à les consolider toutes et tous. Et c'est pour ça que le premier travail que j'ai fait, moi, ça a été, bon, bien sûr, d'identifier toutes les structures parisiennes qui travaillaient soit sur la question environnementale, soit sur la question sociale, puisque pour moi, ce sont les grands enjeux auxquels on a à faire face aujourd'hui. Tu as raison d'ajouter l'enjeu démocratique, mais c'est réellement de dire, bien, on est face à une urgence écologique de taille. Elle se distingue, à mon sens, en 3 parties. Il y a la partie climatique, la partie biodiversité et la protection des ressources. Elles sont de toute façon interliées, mais j'aime dire qu'il y a ces 3 parties parce que souvent on oublie la question des ressources naturelles. On parle beaucoup de climat, on parle beaucoup de biodiversité et c'est impératif, bien sûr. C'est le combat primordial et bien sûr sur le climat, mais il y a aussi cette question des ressources qui est absolument cruciale, puisque vous le savez que nous consommons bien plus que ce que la Terre peut nous offrir et qu'à partir du 2 août, en réalité, on vit à crédit. Alors moi, je ne sais pas comment vit une société quand à partir du 2 août, elle vit à crédit, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle vit à crédit sur le dos de ses enfants. Et donc, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose tous. Comment faire pour réduire notre consommation de matières premières et de ressources naturelles ? Voilà la question qui est posée là par l'économie circulaire. Le deuxième enjeu, donc il y a cet enjeu environnemental, il y a l'enjeu de l'emploi. Et ça, c'est un enjeu, à mon sens, qui est important parce que c'est vécu au quotidien par les uns et les autres. C'est qu'il faut répondre à cette question de l'emploi qui se pose sous différentes formes aujourd'hui. Tout d'abord, le manque d'emploi, avec un taux de chômage qui est très très élevé, même si Paris fait un peu office d'exception parce qu'on est en dessous de la moyenne, ça reste des taux qui sont très importants. Et dans certains quartiers, et en particulier le mien, puisque je viens du 20e, un chômage des jeunes qui est extrêmement important. Mais bon, je poursuis mon raisonnement. Et puis le troisième, qui est la question démocratique, qui est liée en réalité aux 2 premiers, puisque si nous ne modifions pas l'économie, nous ne réussirons pas à modifier cette question démocratique. Donc l'enjeu, c'est vraiment la transformation de l'économie pour qu'elle réponde à la question climatique, à la question sociale et à la question démocratique. Il se trouve que cette économie alternative, elle a déjà pris forme sur le territoire, parce qu'en réalité, les citoyens ont toujours un pas d'avance, et sur les théoriciens, et sur les hommes politiques, et ils créent eux-mêmes sur le terrain l'ensemble des solutions qui peuvent être des petites solutions, mais qui répondent à ces problèmes. Donc tout l'enjeu, lorsqu'on a à mener une politique, c'est comment on distingue, on reconnaît ces initiatives-là, et comment on les fédère pour qu'elles puissent faire système. Moi, ça a vraiment été mon leitmotiv depuis que je suis élue, c'est de créer un écosystème qui soit un écosystème fort de l'économie sociale, solidaire, circulaire et innovante à Paris. Alors, comment on crée cet écosystème ? Déjà, premièrement, en permettant l'émergence d'idées chez les citoyens et des lieux où cette émergence d'idées peut se faire, c'est-à-dire en allant multiplier des espaces qui peuvent être des espaces, ça peut être ici un espace de coworking, ça peut être là un espace de réparation d'objets collectifs, ça peut être un espace de débat, comme celui qui existe ici d'ailleurs aujourd'hui. Il y a de multiples manières de le faire, et donc c'est de multiplier ces espaces dans Paris pour que de l'émergence d'idées puisse se créer, se transformer en projet. Une fois que le projet est né, c'est de pouvoir soutenir ce projet dans l'écosystème parisien en y apportant à la fois de l'expertise, de l'accompagnement, du financement, peut-être de la recherche de locaux, parce que c'est une grande question de savoir où sont installés, n'est-ce pas Emmanuel, Pierre-Marie, qui porte un beau projet de coopérative alimentaire dans le 12e et qui est en train de rechercher des locaux, mais je crois qu'on va y arriver.
Donc la recherche de locaux également, le soutien financier par des petits coups de pouce à des moments clés du développement des projets. Et puis après, une mise en lien, ou pendant tout ce temps, une mise en lien avec l'ensemble des structures parisiennes avec lesquelles elles peuvent se renforcer. Nous avons également créé des espaces spécifiques, des hôtels d'entreprise, des espaces où on héberge des startups, comme on l'a fait pour l'économie circulaire, où des jeunes entreprises, elles peuvent naître et être accompagnées. Bon, et je ne vais pas développer l'ensemble de cet écosystème, mais en tout cas, ça a vraiment cet objectif de dire tout le long de la vie du projet, il y a des espaces où elles peuvent se créer. Et puis, il y a le deuxième volet de cette politique, qui est une politique, je dirais, plus thématique. C'est-à-dire quels sont les sujets dont on veut s'emparer absolument parce qu'il faut aider à l'émergence de réponses urgentes. La question des déchets, de la réduction des déchets, du réemploi des déchets est importante et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec le REFER, mais je le laisserai détailler, le REFER, la petite roquette, les ressourceries parisiennes, c'est-à-dire comment faire pour qu'en fait on considère différemment nos déchets, que nos déchets soient une ressource, mais surtout qu'il existe des filières économiques qui traitent cela comme une ressource. Certaines existent depuis quelques années, vous connaissez tous le recyclage du verre, etc., ou le recyclage du papier. Donc il existe des filières de recyclage, mais avant même de faire du recyclage, nous avons à travailler à la réduction, à changer nos modes de consommation. Et pour ça, ça veut dire changer l'offre qui existent à Paris de consommation. Aujourd'hui, les berges de Seine qui ont été fermées aux voitures, eh bien, elles sont parsemées de commerces qui sont des commerces de l'économie sociale et solidaire, uniquement. C'est-à-dire que non seulement on a voulu en faire une promenade qui soit une promenade écologique, puisque fermée aux voitures, mais en plus, on a voulu en faire une promenade solidaire. Je prends ces exemples, enfin, je voulais émailler en fait d'exemples, c'est-à-dire qu'on se saisit on se saisit de sujets qui transforment la ville pour pouvoir y apporter la partie sociale et solidaire. Alors, ce n'est pas toujours simple, parce que je ne vous cache pas que tout le monde, et y compris à l'hôtel de ville, n'est pas toujours tout à fait aussi engagé qu'on peut l'être dans cette salle pour l'économie sociale et solidaire, et que, y compris quelquefois, les services de la ville disent « Ah ben oui, mais si on fait un marché et qu'on dit qu'on veut que ce soit un marché d'insertion, est-ce qu'on va trouver des structures qui vont y répondre? Est-ce qu'elles vont y répondre avec le niveau de qualité que l'on souhaite, etc. » Donc, il y a bien entendu des freins à lever, mais on y arrive de plus en plus parce que je crois aussi qu'il y a dans l'esprit, il y a aujourd'hui dans la société une reconnaissance de l'aspect positif en fait de l'économie sociale et solidaire, et chacun a envie de donner sa chance à cette nouvelle économie, et y compris, je vais dire, ceux qui travaillent, les agents de la ville de Paris, qui se saisissent de ça comme étant des beaux projets qui donnent espoir, etc. Je vais terminer, je n'ai pas tout à fait terminé, j'ai dit les différents sujets, j'ai dit 1, la réduction des déchets, 2, l'alimentation, 3, la consommation. Nos modes de consommation ne sont pour l'instant pas responsables et nous avons à y travailler. 4, et c'est un sujet extrêmement important, c'est comment nous nous inscrivons dans cette numérisation du monde et dans ce nouvel outil qu'est le numérique, mais ce n'est pas uniquement un outil parce que c'est en train de devenir un système. Comment nous ne ratons pas cette chance qui est donnée aussi à l'économie sociale et solidaire de pouvoir se transformer en économie numérique de pair à pair et de pouvoir aller plus loin et réellement se développer sur tous les territoires. Et je le dis d'autant plus que l'économie est en train de se transformer. Aujourd'hui, on a Uber, on a Airbnb, on a Deliveroo, et je passe toutes ces activités qui se disent collaboratives, alors qu'en réalité, l'économie sociale et solidaire l'a toujours été. Et je terminerai, parce que je crois que j'arrive au bout de mon temps, je terminerai par dire que pour créer un système économique, il y a certes besoin des acteurs, il y a besoin d'interrelation entre toutes ces initiatives, et il y a besoin d'un outil qui est indispensable, qui est la monnaie. Et pour moi, la monnaie locale n'est pas
n'est pas simplement une initiative comme une autre. C'est-à-dire que je ne dirais pas on a un projet de monnaie locale, un projet de réduction des déchets, un projet de coopérative alimentaire, un projet de Fab Lab. Je ne dirais pas ça. Je dirais on a plein de projets qui sont des projets thématiques, d'émergence, etc. Et on a un outil qui est la monnaie locale, qu'il va falloir développer, que nous n'avons pas encore développé, mais qui est en grande réflexion à la mairie de Paris. Et cet outil-là est ce qui fera système de l'ensemble de toutes ces initiatives. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Je ne sais pas si d'ailleurs Isabelle me regarde étonnamment, mais en tout cas, moi, je suis absolument persuadée qu'il nous faut les mêmes outils que le système économique traditionnel et qu'il faut qu'on se les réapproprie pour en faire un système à la fois écologique et solidaire. Merci Antoinette d'avoir terminé par la monnaie, dont d'aucuns ici savent que j'y attache beaucoup d'importance. Et donc j'en profite pour vous inviter à une réunion qui se tiendra le 14 décembre, 17 rue Breguet, où tous les projets de monnaie locale qui ont commencé à s'allier parleront de ce beau projet parisien. Et donc, je passe la parole à Aurélien. Et merci Aurélien de nous expliquer comment on passe d'une vision artistique du monde à présider un réseau d'une quarantaine de structures, ce qui est déjà un énorme réseau. Et pour avoir mis en place une politique d'économie sociale et solidaire, je sais à quel point c'est difficile de se développer. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Plutôt que de vous proposer une vision de l'innovation sociale, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est plutôt un parcours d'une structure et un parcours de personnes qui, au fur et à mesure des ans, ont réussi à transpirer, à collaborer avec les politiques locales pour faire de ces questions sociales, environnementales, des points centraux des préoccupations des politiques publiques. La Petite Roquette, c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années, mais qui trouve son origine 5 ans plus tôt, à la faveur de la rencontre d'un certain nombre de personnes qui, sur la base de 2 constats, le premier, l'absence ou le manque criant de structures d'accueil des initiatives locales et associatives. Le deuxième constat était le problème de logement pour certains d'entre nous, et notamment les artistes. Donc on a, sur des termes qui aujourd'hui sont politiquement corrects, investi des locaux en les squattant, sur lesquels on a basé une politique de fonctionnement relativement simple. L'enjeu est de pouvoir faire vivre ensemble un certain nombre de personnes sur des sujets qui leur sont communs. Au début, on était sur la version artistique du squat qu'on a pu connaître à certains égards. Et chemin faisant, on a construit des projets associatifs complexes grâce notamment à ces locaux, mais aussi à une façon d'envisager les projets qui aujourd'hui me semble primordiale. C'est d'une part sur la gouvernance, comment on aborde la gouvernance de la multiplicité de certains acteurs, de leurs différences, comment on s'appuie sur ces différences-là pour faire émerger des projets innovants et surtout des projets tournés vers les quartiers dans lesquels ils sont élaborés. Aujourd'hui, et pendant ces 15 dernières années, ce qu'on a constaté, c'est que des besoins, des émergences, des volontés, des initiatives n'étaient pas relayés soit par manque de moyens, soit par manque de connaissances et surtout par manque d'implication et d'imbrication. Donc ce qu'on a proposé dans ces lieux, qu'on a qualifiés longtemps d'alternatifs, mais qui aujourd'hui tendent à être la normalité, ou en tout cas on l'espère, c'est ce moyen qu'en tant que citoyen lambda, avec des envies, des besoins, on ait l'opportunité de se déplacer dans un endroit où on puisse proposer, on puisse faire part de ses besoins et proposer ses compétences. On entendait tout à l'heure ces sujets dans la bouche de mes 2 voisines, et effectivement, ils sont primordiaux. Ce qui a fait la richesse de notre parcours, ça a été les gens. Les gens avec lesquels on est entré en contact, les gens qui sont déplacés vers nous pour proposer des projets, mais aussi l'écosystème qui a été créé dans ces lieux de vie. Les lieux de vie, au-delà d'être un endroit où on vient dormir, ou en tout cas ce qu'on en a fait nous, au lieu d'être un endroit où on vient dormir, où on peut profiter de quelque chose qui nous manque, sont aussi un endroit où on peut venir construire, co-construire, sur une base simple qui est la bienveillance et le partage.
Aujourd'hui, la Petite Roquette, après un certain parcours, a posé ses valises pendant 5 ou 6 ans au Cyrus Saint-Maur et a développé la première base de son projet, qui était ouvrir des lieux inoccupés. Donc en l'occurrence, le propriétaire était le ministère des Finances. Quel morceau de choix quand il s'agit de squatter les autorités que le ministère des Finances, dans lequel on a accueilli au début 5, puis 10, puis 15, puis 25 personnes en résidence, et surtout où on a ouvert les portes aux habitants du quartier, où on a proposé ce lieu-là comme un lieu de vous avez envie de quelque chose, vous pouvez le mettre en œuvre. C'est construit autour de cet élan, un écosystème qui est basé sur la localité, qui est basé sur l'échange, qui est basé sur les compétences. On parlait aussi tout à l'heure de compétences. Bon nombre d'entre nous aujourd'hui sont dotés de compétences qui sont peu exploitées, voire méconnues, notamment dans le milieu professionnel, et qui sont tout à fait riches à mettre en œuvre sur le tissu associatif. Donc on a fait vivre ces lieux-là au travers d'une démocratie, sujet que vous abordiez tout à l'heure, très simple. Une voix, une personne. Donc on n'était pas sur des versions économiques de sujets, mais on était sur comment est-ce qu'on rend possible une partie de la vie urbaine d'une manière divergente. Donc les résidents se sont toujours réunis autour de conseils de maison qui avaient trait à la vie quotidienne et qui aujourd'hui, en termes de vie collective, est tombé en désuétude. Vivre avec les autres, faire en sorte que les enjeux du quotidien soient relevés par le collectif et non par l'individu, c'est un challenge qui est très riche et qui permet aux uns de se reposer sur les épaules des autres, et aux autres aussi de porter un certain leadership pour pouvoir faire avancer les questions. Et au-delà de ces réunions internes, on a proposé tous les 15 jours des réunions qui étaient complètement ouvertes aux gens du quartier, qui ont eu un phénomène premier de se rendre compte, d'avoir un constat large de ce qu'il était possible de faire et de la richesse de ces quartiers-là. Donc on s'est très vite retrouvé submergé de demandes, de propositions des habitants sur des pratiques amateurs, sur des conférences, sur de l'aide aux devoirs, sur de la mobilisation des compétences professionnelles au profit du collectif. On a organisé un certain nombre de repas gratuits une fois par semaine, des friperies aussi, parce qu'on s'est retrouvé dans comme un lieu où on pouvait apporter quelque chose, ce qui a été aussi l'origine du projet de ressourcerie dont je vous parle après, un endroit où on pouvait apporter ce dont on n'avait plus besoin pour rendre service à ceux qui en avaient besoin. Donc l'ensemble de ces initiatives-là ont vécu à la Petite Roquette pendant une demi-douzaine d'années. Et comme vous le disiez tout à l'heure, à la faveur de certains déménagements, mais aussi à la faveur de l'envie de ceux qui nous entourent, on s'est tourné vers un projet de ressourcerie. Donc, qui a fait passer la structure d'un statut d'acteur social à la marge, alternatif, à un statut d'acteur professionnel ciblé vers un secteur. Donc la base qui a été appelée de la construction de la Petite Roquette a aussi servi de marchepied à l'élaboration d'un projet professionnel complexe pour une vingtaine de personnes aujourd'hui. Et ces processus-là d'autogouvernance, d'autogestion, au début, il n'y avait aucune source de financement extérieur que les fonds qui étaient apportés par les initiatives que nous portions. L'horizontalité du processus de décision qui, pour nous, a une valeur qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'au-delà d'une personne, une voix, les processus de décision sont choisis par tous. Il ne peut pas y avoir de refus quand on part du principe qu'une proposition ou une action est sous-pesée par l'ensemble, qui soit l'approuve, soit la réprouve, mais l'enrichit d'un certain nombre de propositions. Donc on arrive toujours à un consensus
qui fait avancer la globalité des sujets, parce qu'il n'y a pas qu'un sujet, c'est aussi la transversalité des actions qui fait la richesse de ce type d'établissements, qui ont aussi amené à la construction du lieu dans lequel vous êtes, hein, qui est aussi à l'origine de croisée de la vie des artistes squatteurs pendant longtemps. On a nous-mêmes participé à l'élaboration et aux travaux de ces locaux-là. Et la promotion de ce système de fonctionnement, de ce système d'autogestion et de gouvernance, on arrive aujourd'hui à le faire transpirer. Et le morceau de choix sur lequel j'ai eu pour ma part l'occasion de m'exercer est le REFER, donc le réseau francilien du réemploi, qui fédère à peu près une quarantaine de structures associatives, ressourceries, recycleries, acteurs assimilés, fonctionnent de cette même façon. Nous sommes un réseau d'acteurs sur lequel l'ensemble des décisions qui sont des décisions qui impliquent 800 salariés maintenant sont réalisées de manière, une démocratie très locale, très participative et sur cette horizontalité. On n'a pas de vision d'un leader unique qui propulse l'idée qu'il détient seul de sa vision du réemploi parce qu'il est question, mais on a des émergences et la richesse de chacun des acteurs qui alimente en continu les propositions qu'on peut faire. Et aujourd'hui, depuis qu'on connaît Antoinette depuis son élection, on a réussi, et à mon sens, dans notre secteur, c'est une première, à marier ces différences d'identité avec une politique publique, c'est-à-dire à adosser l'un et l'autre et à pouvoir travailler ensemble. Moi, la richesse que je vois de cette collaboration-là, c'est qu'elle s'inspire de nos modes de fonctionnement, qu'elle les respecte, qu'elle les met en avant et qu'elle construit l'écosystème qui va avec. Alors, c'est un peu redondant avec ce que tu dis, mais j'ai envie d'insister là-dessus parce qu'il est assez rare que ces politiques publiques se définissent de cette façon-là et qu'on arrive à élaborer un parcours riche et surtout constructif. Parce qu'on a beaucoup de conceptualisation, on a beaucoup de conférences, de groupes de travail, mais il est aussi très important de passer à la réalisation, à la mise en œuvre, au pragmatisme qui est appelé par toutes les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Et sans une réponse de terrain, les politiques publiques ne peuvent pas se déployer. Et inversement, les réponses de terrain, si la politique publique n'est pas définie clairement, elles ne peuvent pas avoir la réponse, enfin en tout cas les résultats auxquels elle s'attend. Merci Aurélien. Et puisqu'on est le 25 novembre, j'ai envie d'aller dans ton sens et de rappeler qu'en 1976, en France, il n'y avait aucun lieu d'accueil des femmes qu'à ce moment-là, on appelait battues. Aujourd'hui, il y en a plus de 140, il n'y en a pas assez. Mais néanmoins, si ces 140 centres existent, c'est grâce à l'initiative de quelques militantes féministes qui se sont prises en main à Clichy et qui finalement se sont professionnalisées. Et aujourd'hui, ce sont des centres qui sont reconnus et où travaillent des travailleurs sociaux, etc. et qui sont totalement reconnus pour leurs compétences. Donc on voit que l'innovation sociale, elle existe. Et comme dit Isabelle, ça fait au moins 50 ans qu'on construit des solutions et qu'on a la boîte à outils qui permettrait finalement de transformer notre société. Pourtant, un artiste aux États-Unis a fait une installation. Il a planté 5 rangs de lavande, je crois, et il les a alimentés avec l'énergie produite par les tweets d'un dénommé Donald Trump. Donc, moi, j'ai envie, à cette deuxième partie du débat, de vous demander, finalement, il y a une course de vitesse, parce que nous inventons, et la société invente des solutions, je dirais, durables, soutenables, mais pendant ce temps-là, et aussi grâce au numérique, et il y en a d'autres qui consomment plus, il y a l'effet rebond, etc., etc. Donc, dans cette course de vitesse, comment finalement on essaye nous-mêmes d'aller plus vite, je ne dirais pas plus loin, même si finalement il faut créer des synergies entre territoires, etc. Mais surtout, comment on peut élargir l'impact de nos réponses pour réellement en faire un phénomène social. Alors j'ai envie, alors là c'est plus difficile, hein, j'ai envie de vous interpeller là-dessus. Alors c'est qui s'y colle? Qui a envie
de reprendre la parole et finalement de donner des hypothèses. Allez, vas-y. Juste sur cette notion de vitesse, la question est très orientée. Et y a-t-il nécessité de s'adosser à la vitesse de la société actuelle, de la numérisation aussi? Est-ce que l'ensemble d'entre nous n'attend pas un peu plus de la société qu'elle suive un rythme, mais plutôt qu'elle l'imprime et qu'elle soit en cohérence avec les besoins réels? Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin, en tout cas pour ce que j'en sais, du secteur dans lequel j'évolue, on a plus besoin de prendre son temps pour réfléchir, parce que généralement la vitesse implique une faiblesse de la réflexion, ou à moins que nous ne soyons pas assez dotés, mais en tout cas c'est ce que nous notons. Pour ma part, je pense qu'il y a une distanciation nécessaire entre la vitesse de la société, surtout numérique, et encore plus des réseaux sociaux, pour faire de l'innovation sociale quelque chose qui soit le reflet des volontés et le reflet des capacités également. Alors moi, je suis en partie d'accord avec le terme de vitesse, même si je partage tout à fait ce qu'a dit Aurélien. C'est-à-dire, pourquoi je suis d'accord avec le terme de vitesse, c'est que je pense que le numérique aujourd'hui change la donne. Et c'est pour ça que je disais, il est impératif que l'économie sociale et solidaire se saisisse de l'outil numérique dit aujourd'hui collaboratif, parce que je crois qu'on est en train de modifier complètement ce que seront demain la manière dont les entreprises rendent les services ou produisent les biens. Donc soit on se saisit de cet outil numérique en allant très vite et en le modifiant et en le mettant au service du bien commun, soit alors on risque effectivement d'être dépassé. Donc c'est pour cette raison que je serais assez d'accord avec cette question de vitesse, même si, et là je le concède, on a aussi besoin de ralentir, mais là c'est peut-être plus à titre personnel. Je pense qu'à titre personnel, on a besoin de ralentir et par contre, sur le changement de la société, on a besoin effectivement d'engager ce virage et de l'engager très clairement. Alors, comment faire pour l'engager ? Moi, je crois que la réponse, elle est un peu ici. C'est ce qu'on essaye d'exprimer, c'est-à-dire qu'il ne peut s'engager que si on change la manière dont on fait de la politique aujourd'hui pour imprimer des lignes politiques dotées de financement, qui est notre financement collectif. Là aussi, quand je dis politique, c'est au sens des lignes politiques que l'on adopte ensemble en tant que société, mais de changer la manière dont on fait de la politique. Et je fais écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, faire de la politique en imaginant en réalité que quelques élus ont dans leur tête les solutions pour pouvoir changer le monde, même si on peut être très inspiré et très intelligent, et ça je ne le remettrai pas en cause, hein, sans doute qu'une partie d'entre nous l'est. Moi, en tout cas, quand on m'a dit « Antoinette, tu vas mener la politique d'économie circulaire de la ville de Paris », moi qui avais travaillé dans le domaine, etc., il n'y avait aucun doute pour moi sur le fait de dire d'abord, je veux voir tous ceux qui travaillent dans l'économie circulaire, les réunir et leur demander quelles sont les actions qu'ils veulent qu'on mène. Et une fois qu'on aura les actions qu'ils veulent qu'on mène, eh bien, on saura comment mener cette politique. Alors ça prend du temps. C'est pour ça que tu as raison qu'il faut prendre son temps aussi quand on établit ces lignes politiques. C'est-à-dire que la première année, moi je l'ai utilisée à organiser l'écoute de ces acteurs pour en faire pour qu'ils puissent écrire les lignes politiques, les actions qu'ils voulaient qu'on mène. Alors j'ai été très claire en leur disant, moi je veux des actions concrètes. En fait, j'ai pas envie que vous m'expliquiez politiquement quelle est la théorie sur laquelle je dois me baser, même si c'est intéressant hein, d'avoir cette réflexion théorique, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez envie qu'on porte, qu'on aide à porter pour réaliser une politique d'économie circulaire ? Ils ont sélectionné 70 actions. Sur les 70 actions, j'en ai enlevé 5 qui étaient clairement des actions de lobbyistes qu'on avait déjà vues dans plein d'endroits et qui avaient déjà été portées telles quelles par des structures qui font du lobby. Et on a élaboré 65 actions. Ils ont élaboré, moi je n'ai même pas participé au groupe de travail, volontairement pour les laisser, pour pas influencer la réflexion. Et c'est à partir de ces 65 actions qu'on a construit la politique d'économie circulaire de la ville de Paris. Donc j'espère qu'aujourd'hui, lorsque cette politique se met en place, elle correspond à ce qu'ils attendent, puisqu'en fait, elle a été construite à partir de ce qu'ils ont souhaité et de la manière dont ils ont voulu qu'elle soit construite. Mais ça, pour ne rien vous cacher, c'est vrai que ça met du temps. Moi, j'ai passé en réalité 2 ans et demi à concevoir cette politique d'économie circulaire, là où en 6 mois, n'importe quel autre adjoint aurait déjà
donné les lignes directrices et mis en place une politique, et avec tous les services de la ville, mais sans doute pas engagés de la même manière. Là, sans doute avec un plus fort engagement et des acteurs et des services de la ville et de l'ensemble de la société. Donc je crois que c'est dans la manière dont on mène la politique qu'il va falloir changer pour intégrer ces nouveaux paradigmes, ce nouveau paradigme économique qu'on a envie de mettre en place. En fait, on aborde là un tas de choses différentes et c'est un peu dur là de réagir parce que j'ai envie de réagir surtout. Mais tu n'es pas obligé de réagir. Tu peux non, mais retourner parce que c'est super important. Ce que je crois, moi, je me suis vraiment occupée de dénoncer l'état des lieux écologiques et l'effondrement auquel nous devons faire face. Et ça m'a occupée pendant pas mal d'années, pendant une dizaine d'années. Puis ensuite, pendant une dizaine d'années, m'occuper de qu'est-ce qui émerge, est-ce qu'on peut vraiment faire face. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, parce que justement la société a changé, on peut parler des deux en même temps. Et qu'il faut avoir vraiment, on sait, les gens savent qu'on est dans un effondrement de nos sociétés, du système actuel. Alors, il se produit par mosaïque, c'est-à-dire que c'est les pays pauvres qui sont les plus impactés, mais déjà dans les années 90, on en comptait 27 en fait déjà effondrés. Et aujourd'hui, on voit bien que ça s'effondre. Enfin, je ne sais pas si... Depuis 2008 notamment, on a vraiment vu la couche la plus précaire de la population descendre dans la rue. Et là, on voit que... Prenez le RER à 6h du matin, vous verrez la station Aubert couverte de gens qui dorment dans la station Aubert. Hein, c'est dur. Et socialement, les gens savent qu'il y a un problème, les gens ont complètement compris le problème écologique. Par contre, ils ne savent pas encore qu'il y a toutes ces solutions qui émergent. Et il faut vraiment le porter haut et fort et le porter d'un point de vue positif, parce que ce qu'on propose, c'est pas seulement qu'on n'a plus le choix, c'est qu'en plus, mais même si j'avais encore le choix, mais je choisis carrément notre système économique. Pourquoi ? Face à l'accélération, par exemple. D'abord, c'est une économie de l'accélération. Hein. L'économie symbiotique aussi, c'est une économie de l'accélération parce que c'est une économie de l'information. Et que tous les systèmes de l'information sont des systèmes qui sont extrêmement rapides et donc qui obligent à une adaptation extrêmement rapide. Donc il ne faut pas croire qu'en termes d'innovation et d'adaptation, ça va ralentir. Par exemple, ce que vous racontez sur... c'est carrément... Enfin, c'est une accélération incroyable dans les besoins de s'adapter, etc., constamment. Et ben, c'est une économie comme ça. Et alors, le vivant est une économie de l'information. C'est des gènes. C'est des gènes qui, avec l'information qu'ils ont dans leur génome, va assembler la matière différemment, etc. Et on voit bien combien le vivant peut être résilient très très vite. Vous regardez Détroit, par exemple, qui est une ville qui a subi un effondrement industriel. La première chose qui réapparaît, c'est le végétal dans le moindre trou de bitume. C'est-à-dire ça va très très vite. Et donc c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que c'est comme la croissance, l'économie symbiotique, notre économie est une économie de croissance, mais l'important, son objectif, c'est pas la croissance. Ça, c'est important. Là, le problème, c'est que notre objectif, c'est la croissance. Et le problème aussi, c'est qu'on a une économie qui est extractive, donc plus elle croît, plus elle extrait. Si l'économie est régénérative, plus elle croît, plus elle régénère. Donc c'est quand même complètement différent. Et là où moi, ça me fait rire quand on dit, par exemple, on est trop nombreux, il faut limiter les naissances. Quand on limite les naissances, on fait des sociétés de vieux. Et les sociétés de vieux, elles ne sont pas adaptatives. Or, ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui dans le contexte de crise dans lequel on est, c'est justement de l'adaptation. Et quand je vois, par exemple, c'est en Afrique, aujourd'hui, qu'on a les possibilités là où c'est pas corrompu,
hein, parce que le problème, c'est de trouver des endroits pas corrompus. Mais c'est un continent jeune, c'est un continent entrepreneur. Et en termes de tout ce que moi, je peux décrire comme innovation, ils font des choses, mais de dingue en Afrique. Il y a des endroits incroyables, parce que c'est un continent jeune. Et donc voilà. Donc, on a besoin de s'adapter. Et l'adaptation, elle est pas forcément confortable, mais elle n'est pas forcément triste, elle n'est pas forcément contrainte. On invente ensemble. J'étais donc toujours à ce qui était vraiment incroyable, hein, Journée internationale du zéro déchet. Il y avait Kevin Drew, qui est un des pères fondateurs de San Francisco Zéro Déchet. Et c'est un peu comme là, quoi. C'est-à-dire qu'il me racontait, il dit maintenant, oui, alors on raconte l'histoire, etc. Mais nous, au départ, on ne savait pas qu'on était en train d'inventer un territoire zéro déchet. C'est ça qui est génial, c'est qu'il dit il y a les choses en fait se sont mises en place, et puis les acteurs ont commencé à se parler et à se mettre en écosystème, et puis finalement on arrive à un truc où je ne sais plus où ils en sont, mais ils en sont à 80-90% des déchets qui vont pas à la poubelle, quoi, qui sont réutilisés ou recyclés ou recompostés, etc. Et donc moi, ce que je trouve formidable dans ce qu'on vit en ce moment, et là, j'avais vraiment des frissons. En fait, je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, mais quand on entend des politiques, d'abord, ça part toujours des politiques locaux, hein, presque toujours, mais où on sent qu'enfin, ça y arrive, on est en train de concrétiser et qu'il est en train de se cristalliser quelque chose en ce moment. Moi, ça fait 25 ans que je suis là-dedans, et vraiment, vraiment, pour le coup, ça s'accélère énormément, et ça s'accélère dans une cristallisation. Et c'est pareil, c'est un phénomène... Lorsque ça cristallise, ça change d'état, en fait. Et on crée un nouveau système. Donc, on a à la fois le système qui s'effondre, et on risque d'être soufflé par le souffle de l'implosion de ce système, si on n'est pas assez résilient. Et à la fois, on a ce système qui est en train, c'est vraiment le sentiment que j'ai, de se cristalliser, et qui va peut-être, du coup, résister à cet effondrement. Et par rapport à l'accélération et au besoin de se régénérer, ce qui est assez magique sur ce qu'on est en train d'inventer, c'est que quand vous faites des jardins partagés au cœur des quartiers, les gens descendent. Les gens viennent, ils ont peut-être leur smartphone, ils se sont peut-être connus avec leur smartphone, ils ont peut-être su qu'il y avait un jardin partagé par le smartphone, mais ils viennent, ils se détendent, ils boivent un verre ensemble, ils cultivent s'ils en ont envie, mais ça régénère, le vivant régénère, les taux de violence sociale et domestique diminuent quand les habitants ont un contact direct avec des paysages de qualité et de biodiversité. La productivité des salariés est 30% supérieure. Aujourd'hui, on a par exemple une des villes les plus avancées, c'est Portland, qui a commencé justement en mettant des systèmes végétaux pour réguler les eaux de pluie plutôt que des canalisations, parce que ça les coûtait moins cher. Et en fait, parce que c'est une ville très soumise aux inondations, et en fait, ça a créé des liens sociaux. Et aujourd'hui, les habitants ont décidé en politique concertative d'augmenter leurs impôts locaux pour pouvoir acquérir des terres, pour pouvoir préserver leur zone de captage d'eau potable et de régénération, d'aller se promener dans la forêt, etc. Et aussi les terres à côté qui étaient des terres agricoles pour pouvoir continuer à alimenter Portland en permaculture, en agroécologie, etc. Et même que l'agriculture est en train d'énormément augmenter autour de cette ville, et c'est souvent des anciens citadins de Portland qui se mettent à l'agriculture. Et il y a pas mal d'études maintenant, ça c'est bien, qui montrent en fait que ces écosystèmes créent avant tout des communautés sociales. Et du coup, en fait, on a quelque chose qui est en train... Par exemple, sur les berges de la Seine... Alors moi, je suis très attachée à la Seine et j'habite en fait à 10 minutes maintenant de la Seine à Nanterre parce que j'ai dû quitter Paris qui était devenu trop cher. Voilà. Et d'ailleurs, je revenais là au 14 juillet avec mes enfants. Et ce qui est beau dans Paris, moi, c'est ça que j'aime dans Paris parce que je ne suis pas parisienne d'origine. C'est cette ambiance qui peut être tellement populaire, hein, dans ces si beaux monuments, dans un paysage qui est juste magique, quoi, qui est citadin, mais qui est magique. Et vous pouvez imaginer les berges de la Seine, si on fait de la permaculture, des jardins partagés, comme on a fait sur la Petite Ceinture, etc., avec en plus des boutiques et la Seine à côté,
Enfin, c'est un autre... Enfin, ça peut accélérer. On a des endroits où on peut se régénérer. Oui, moi je voulais rebondir sur San Francisco. Je voulais rebondir sur plusieurs choses, mais je vais juste essayer de limiter aussi mon temps de parole. Donc sur San Francisco. San Francisco, ils ont fait le choix il y a 60 ans, quand toutes les grandes villes du monde ont fait le choix de tout centraliser la gestion des déchets. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé les personnes qui travaillaient sur la gestion des déchets, qui étaient l'équivalent des biffins chez nous, en leur disant organisez-vous, et puis puisque nous, villes, on a besoin d'embaucher des gens pour gérer nos déchets, on va vous embaucher vous. Et en réalité, pourquoi aujourd'hui ils sont à du zéro déchet? Parce qu'ils ont fait un choix qui était un choix pertinent il y a 50 ou 60 ans, non pas de dire on rase tout ce qui se passe, on rase l'écosystème local et on va introduire, nous, collectivités, une autre manière de gérer parce qu'on est plus fort que tout le monde. Ils ont fait le contraire. Ils ont dit, en fait, c'est assez bien, il y a de la compétence, ils savent faire, etc. Donc on va les renforcer pour qu'ils le fassent pour nous. Et c'est comme ça que petit à petit, ils sont organisés en coopérative et ils en viennent aujourd'hui à être les champions du zéro déchet. Mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il y a eu une décision à un moment donné publique. Et quand je dis public, ça veut dire de la collectivité, donc du collectif citoyen, de la collectivité, de dire on garde et on renforce un système qui fonctionne. Exactement comme quand moi je rencontre Aurélien et que je me dis mais c'est quand même assez génial ce qu'il porte et la manière dont il fonctionne avec ce réseau de recyclerie, de ressourcerie, mais aussi d'artistes. Et puis d'ailleurs il a été bien plus loin, il vous a pas tout raconté sur l'histoire, parce qu'il y a une troisième phase qui est l'histoire de la gestion des déchets dans le bâtiment sur lesquels il s'investit maintenant, qui est aussi un très très gros sujet. Quand je rencontre moi un acteur, quelqu'un comme Aurélien, je me dis mais c'est assez extraordinaire à Paris d'avoir ça, d'avoir une structure qui a envie de développer sur le plan démocratique, sur le plan économique, sur le plan écologique, un tel système. Donc je dis bien sûr qu'en fait il faut que nous on les renforce pour qu'ils puissent le faire. Alors il y aurait une autre solution, c'est de dire on va le faire directement puisqu'on est collectivité. Mais non, parce que si on le fait directement, on est obligé de le faire à leur place et en fait ils vont disparaître. Donc non, on ne va pas le faire directement, on va utiliser la force publique pour pouvoir leur permettre de le faire. Et en fait, ils seront eux beaucoup plus forts, mais on sera nous aussi, nous, villes et collectifs, beaucoup plus forts, puisqu'ils vont traiter une partie des déchets de manière écologique, de manière solidaire, avec les citoyens, etc. Donc on a tout intérêt à aller, à aller vers ça. Et donc je voulais juste dire que pour San Francisco, aujourd'hui c'est absolument incroyable, mais c'est aussi parce que depuis 50 et 60 ans, ils ont pris ces bonnes décisions d'accompagner des acteurs. Je vous prends un autre exemple pour que ce soit un peu concret. Il y a une coopérative alimentaire qui s'est créée à Paris qui s'appelle La Louve. Peut-être que parmi vous, il y en a qui y sont. J'imagine que oui, puisqu'ils ont 5000 coopérateurs. Donc forcément, à chaque fois que j'en parle, il y en a qui y sont. Quand La Louve se crée, moi je me souviens très bien, Tom Booth vient me voir dans mon bureau, il était très très méfiant et réticent à l'idée que des politiques puissent s'occuper de ces affaires. Et il a raison. Moi, je prends toujours soin de respecter les projets tels qu'ils sont menés par ces porteurs de projets. Et donc, il arrive dans mon bureau en imaginant... Il est américain, donc il n'imaginait pas du tout en quoi on pouvait les aider. Et pour lui, en tant que politique, homme ou femme politique, on était d'abord ses ennemis. Et on allait l'emmerder et l'empêcher de réussir son initiative. Moi, je le vois arriver, je me dis une coopérative alimentaire à Paris, ce serait absolument superbe. Il commence à faire ce travail et je sens bien que le collectif qui est en train de se créer tient la route. Donc on les aide par des financements, on trouve des locaux, on négocie le prix du loyer. Enfin, on fait tout ce travail, je dirais un travail de l'ombre, qui n'est pas nécessairement vu aujourd'hui. Et c'est pas grave puisque on travaille pour la collectivité et que la collectivité en profite. Et aujourd'hui, ils sont plus de 5000 coopérateurs à avoir inventé un modèle alternatif à la grande distribution, mais qui est absolument surprenant. Tout est choisi par ces 5000 coopérateurs, le type de produit, quel produit on achète, quelle est la marge de ce supermarché, c'est 20%, c'est pas 30, c'est pas 50, c'est pas 70. Tous les produits sont vendus 20% plus cher du prix fournisseur.
Donc chacun sait en fait ce qu'il achète. Ça vaut le coup d'ailleurs d'aller faire un tour parce que comme ça vous voyez les vrais prix, les vrais prix de chaque produit et il y a des choses très très surprenantes. Donc, et là c'est pareil, quel est l'intérêt pour une ville de Paris d'avoir ça? C'est que moi ce dont je rêve, c'est qu'il y en ait 5-6 sur Paris pour qu'à proximité de chez soi, chacun puisse choisir ou non de faire partie d'une coopérative alimentaire. Ça, c'est du travail, on y arrivera dans 5, 6, 10 ans peut-être, mais en tout cas, ça émane de projets initiaux qui prennent vie sur le territoire et pas forcément qui sont envoyés en top-down, comme on dit, en disant c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Non, d'abord, ils le font, ils prouvent par l'exemple que ça peut être fait, on modélise ensemble la manière dont ça peut être reproduit, et puis on travaille à ce que ce soit reproduit. Merci Antoinette. La parole est à vous. Aurélien, tu auras peut-être envie de redire quelque chose, mais après... Juste rapidement, on parlait de la gestion... Par contre, il faut vous approcher. Juste la gestion des déchets à San Francisco. Juste à titre d'exemple, le référent a été invité l'année dernière au Brésil par les catadores, qui sont des récupérateurs de rue historiques, qui sont issus des quartiers les plus défavorisés des grands centres urbains brésiliens. Il s'avère que cette initiative a été fédérée il y a quelques temps pour la création d'une coopérative qui aujourd'hui emploie bien sûr, coopérative, donc une voix, une personne, on revient à cette notion de démocratie, 800 000 personnes sur le territoire brésilien, et qui a surtout permis à certains États de prendre une décision forte. Alors, ils travaillent sur le recyclage, on le réemploi, on est en train d'en parler avec eux, ils travaillent sur le recyclage. Ça a surtout permis à des collectivités, à des territoires, à des États brésiliens de supprimer complètement la notion d'incinérateur, d'incinération et d'enfouissement. La leçon qu'il faut retenir de ça, c'est que des initiatives petites, essaimées, dispersées, quand elles sont fédérées de manière intelligente et que les pouvoirs publics se saisissent de ces questions, et la question est réelle, l'impact sur le budget des États est colossal. Je pense qu'Antoinette peut parler du coût d'un incinérateur et surtout du non-coût social qu'il génère. Donc il y a des initiatives comme ça qui sont très locales, relayées par des pouvoirs publics, qui fonctionne et sans interventionnisme au-delà de la volonté politique. Et deuxième chose, on parlait tout à l'heure du travail que tu réalises, il y a deux notions qu'il faut avoir bien présentes à l'esprit, c'est l'essaimage, donc ces modèles-là qui ont été captés, soutenus par les pouvoirs publics, doivent pouvoir être reproductibles, et deux, fatalement parce que ça arrive à un moment, c'est le changement d'échelle. Donc passer à un autre niveau et en gardant ces modes de fonctionnement. J'aimerais rajouter quelque chose aussi, c'est l'importance de l'imaginaire. C'est-à-dire que les artistes ont un rôle énorme à jouer parce que ce qui est quand même beau dans ce qu'on est en train d'inventer, c'est que c'est vraiment un nouvel imaginaire de la société, de la relation entre l'homme et la planète et de ce que peut produire l'économie. Et franchement, c'est un très bel imaginaire. Moi, ça a changé ma vision de l'homme. Et on ne quitte un... Moi, c'est en écrivant Home, en fait, que je m'en suis rendu compte, c'est que ce n'est pas la réalité qui nous fait changer. Ce n'est pas les arguments, ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas le rationnel. Ce qui nous fait vraiment changer, c'est l'imaginaire. Il faut remplacer un fantasme par un autre fantasme. Et croire qu'on va s'en sortir avec le système actuel, mais c'est un vrai fantasme. Par contre, le plus gros, c'est celui-là. Et en fait, quand je parle de fantasme, c'est d'imaginaire. Et ce qu'on est en train de produire est un nouvel imaginaire. C'est une nouvelle vision de notre vie quotidienne, du sens de nos sociétés, de notre sens de la vie individuelle jusqu'au collectif. Et c'est ça qui fait changer. Et après, les chiffres, les machins, les bidules, ça rationalise. On se dit, waouh, c'est comme notre doudou, hein, on peut y aller, c'est bon, oui, je peux y croire. Mais ce qui nous fait vraiment changer, c'est notre vision. Et c'est là où les artistes ont un rôle, mais primordial à jouer aujourd'hui. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Oui, moi j'ai une question à poser, deux questions. Puisque la thématique c'est regard croisé sur l'innovation sociale, ça sera une question tout d'abord sur ce qu'on appelle l'occupation intercalaire,
qui va être en fait débattu dans les prochaines semaines à un haut niveau au Conseil de Paris. Et je voudrais avoir votre avis un petit peu là-dessus sur l'innovation sociale, et notamment sur les modèles qu'on a connus, qu'on connaît depuis très très longtemps, et notamment le modèle de plateau urbain. Juste pour expliquer pour ceux qui ne savent pas, en gros ce qui se passe c'est qu'il y a un nombre de bâtiments inoccupés, vides, donc qui ne servent à rien, et effectivement il y a eu, je dirais autrefois, des collectifs citoyens qui ont pris effectivement d'assaut des bâtiments inoccupés de l'État, voilà, donc il y a eu toute une histoire là-dessus. Et puis aujourd'hui finalement c'est rentré un peu dans les mœurs, et on arrive à convaincre des privés, non plus des collectivités territoriales, mais des promoteurs, des aménageurs publics qui sont prêts à mettre à disposition des bâtiments vacants dans l'attente d'un projet d'urbanisme pour en faire effectivement soit des pépinières de start-up, soit des collectifs citoyens. Donc il y a les grands voisins qui sont dans le 14e arrondissement, le nouveau bâtiment dans le 17e qui est rue Jean Leclerc. Donc, qui permet à des architectes, des artistes, des avocats, éventuellement de s'installer et de faire un certain nombre de choses. La question que je voulais savoir, c'est que bon, ça met à la marge maintenant, en fait, finalement, des acteurs qui n'auraient pas eu les moyens. C'est-à-dire qu'en gros, le modèle de plateau urbain, c'est un modèle payant. C'est un modèle de redevance. C'est un modèle où, en fait, on occupe un bâtiment vacant, mais ceux qui vont occuper vont devoir payer une forme de redevance, ce qui n'était pas le cas autrefois quand il y avait occupation d'un bâtiment, puisque quelque part la collectivité, imaginons la ville de Paris, faisait une redevance symbolique, mais par contre, il y avait un non-dit, mais il devait y avoir effectivement des pratiques et une ouverture sur le quartier, faire participer les citoyens à des activités nouvelles. Donc moi, je voulais, question pratique, est-ce que vous pensez que c'est un modèle d'innovation sociale ou de régression sociale? Je sais, voilà. Donc, et puis j'aimerais bien avoir votre avis, puisqu'on est en grande phase de réflexion là-dessus. Voilà, avec un copain aussi, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle René Dutray, où on réfléchit pas mal là-dessus. Deuxième question sur l'économie circulaire. Moi, là, c'est le regard d'un praticien qui parle. C'est que l'économie sociale et solidaire. Il y a eu une grande loi en 2014, d'accord ? Alors, praticien, c'est-à-dire que moi, je suis avocat et je m'occupe de différents acteurs qui ont besoin d'avoir les ressources claires et précises quand il y a des difficultés pour comprendre ce qui se passe et comment gérer la situation. Je me suis occupé d'un grand bâtiment d'artistes en Seine-Saint-Denis, des modèles de passer par exemple d'une association à une SIC, par exemple une SCIC d'intérêt collectif, comme par exemple ici au centre, mais on a besoin de ressources claires. Et là, c'est à l'élu aussi que je parle, qui est en charge des politiques publiques. À quand une loi sur l'économie circulaire? Je m'explique, non, mais c'est très important, parce que autant sur la loi sur ESS, on a maintenant un cadre. Ce cadre, il a été explosé dans plusieurs codes. C'est-à-dire, pour le praticien, c'est très compliqué. Mais par exemple, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est pas mis dans le code de commerce, par exemple, à côté de l'économie classique, le commerce classique qu'on connaît, par exemple les baux commerciaux, il n'y est pas à côté les baux de l'économie sociale et solidaire, par exemple, les conventions d'occupation intercalaires, qu'on est, en fait, si vous voulez, le pendant. Et je ne comprends pas, ça a été éclaté partout, mais bon, peu importe. À quand donc une loi sur l'économie circulaire, claire et précise, qu'on puisse même faire de la pédagogie auprès des magistrats, parce qu'ils ne comprennent pas. Je vous assure que quand il peut y avoir des litiges dans le monde de l'économie sociale et solidaire, et j'en ai, mais ils ne comprennent pas les mécanismes. Nous, ici, on les comprend tous parce qu'on est entre nous, c'est entre soi. Mais quand on dépasse notre cadre, et donc, par exemple, moi j'ai un copain, vous connaissez sûrement, qui s'appelle François-Michel Lambert, qui a l'Institut économie circulaire. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat sur... Non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, c'est la question que je lui ai posée, je lui ai dit, et lui, maintenant, il est un peu plus en marche qu'avant, on va dire. Mais oui, mais la question, c'est à quand une loi sur l'économie circulaire? Voilà. Réaction, interpellation, j'arrive. Annoncez-vous peut-être un peu à l'avance pour que je puisse
Oui, bon, moi je voudrais pas, comment dire, prendre le point de vue, enfin faire l'avocat du diable ou quelque chose comme ça, mais j'ai quand même un peu envie. Moi, ma question, elle est à vous qui êtes adjointe à la mairie de Paris, etc. Bon, moi je viens d'Aubervilliers. Et à un moment, on a eu un maire socialiste, Jacques Salvatore, etc. Et j'ai travaillé un peu avec son adjointe à l'économie sociale solidaire de l'époque. Et bon, en fait, elle avait très peu de moyens concrets, quoi. Hein. Et je soupçonne que ce cas de figure n'est pas isolé. Donc, j'ai envie de vous demander, tout simplement, bon, pour que l'ESS elle se développe, il faut des moyens. Bon, à la mairie de Paris, est-ce que est-ce que vous avez un budget un peu conséquent? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même elle a de l'argent, la mairie de Paris, elle a un plan d'investissement là pour l'écologie dans les années qui viennent. Donc voilà. Est-ce que vous avez des équipes un peu étoffées? Parce que c'est complètement ce qui est à Aubervilliers, c'est complètement ce qui nous manquait. Est-ce que, et par exemple aussi, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ou en cours, je ne sais pas, du genre former les personnels, les cadres ou autres de la mairie de Paris dans les autres secteurs à ce que c'est que au concept, aux conceptions de l'économie sociale et solidaire, parce que voilà, très souvent à la direction du commerce ou à la direction de l'urbanisme, etc., ils ignorent complètement les bases de l'affaire et donc vous n'arrivez pas, enfin, vous êtes dans votre coin vous voyez ce que je veux dire, à ramer et puis vous n'êtes pas suivi du tout. Donc voilà, moi c'est ça ma... Qui veut le micro? J'espère que je ne vais pas être hors sujet, mais j'en profite que j'ai une représentante de la mairie de Paris pour l'interpeller en quelque sorte, parce que j'espère qu'elle ne va pas me dire que c'est pas elle qui s'occupe de ça, comme on me répond à chaque fois. Mais quand la mairie de Paris elle a fait des grandes journées où elle annonce en 2050 100% d'énergie renouvelable, comment, avec quel matériau on peut faire toutes les éoliennes, tous les panneaux solaires que ça implique, enfin et en plus sur le territoire de Paris, c'est complètement... C'est vrai qu'elle dit qu'elle va s'appuyer sur l'extérieur, mais bon, alors quelle forme de rapport avec l'extérieur, bon. Et par exemple, quand il y a un projet immobilier pharaonique, Europa City, et qu'elle dit c'est pas Paris, qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là? Surtout que j'ai entendu dire qu'il y a des terrains qui appartiennent à la ville de Paris. Alors, la ville de Paris nous dit qu'elle veut verdir Paris, végétaliser, tout ça. Et elle a des terrains à Gonesse. Alors, c'est pas sur le triangle de Gonesse, mais c'est à Gonesse. Et où elle pourrait faire du maraîchage pour rétablir la ceinture verte historique qui permettait de nourrir Paris. Et ce qu'elle prétend faire avec la végétalisation sur les toits, mais c'est pas... la meilleure alimentation, c'est quand c'est le sol, hein, quand c'est pas artificiel, dans un substrat artificiel ou même du terreau. Si c'est pas en contact avec le reste du sol, il y a les relations symbiotiques avec les champignons et tout ça qui manquent. Donc voilà, je pourrais en dire encore beaucoup, mais... Merci. Oui, je vais peut-être commencer les réponses, peut-être. Alors, comme il y a un nombre important de questions qui me concernent directement, mais je ne suis pas sûre en fait que je sois la seule à avoir à répondre, sauf si ce qui est du budget et tout ça. Hein, j'espère que... Parce que pour avoir lu attentivement ton bouquin, tu parles peu des institutions finalement. Mais bon. Voilà, donc n'hésitez pas, même si initialement ça semble être des questions qui sont adressées à l'élu, je pense que sur les grands voisins notamment ou sur le... Alors je vais commencer les réponses dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Donc sur la question des espaces intercalaires, pour vous dire que nous avons déjà voté un vœu qui est que tous les espaces intercalaires de Paris doivent donner lieu à des occupations intercalaires. Donc là, c'est toute la conception même de l'économie circulaire appliquée aux espaces.
aujourd'hui, il y a un gaspillage à Paris, un gaspillage d'espace, alors qu'on n'a pas arrêté de dire que la pression foncière était importante, que les structures ne réussissaient pas à trouver du foncier, etc. Il y a un gaspillage d'espace qui est lié à une mauvaise utilisation. Ce qui s'est passé aux grands voisins montre bien, en réalité, qu'on peut, pendant 3 ans ou 4 ans, attribuer un site qui va être transformé, donc de manière temporaire, à de l'innovation sociale. Ce qui s'est passé là, pour moi, est foncièrement de l'innovation sociale. Et d'ailleurs, qui dépasse même ce qu'on pouvait nous-mêmes imaginer. C'est-à-dire qu'on a mis sur place des structures qui, ensemble, allaient permettre de créer des innovations sans même qu'on puisse tout à fait savoir quel type d'innovation. Même si les structures qui s'installent pouvaient quand même nous dire un peu dans quel domaine on allait innover. Là, on est en train de faire l'étude de capitalisation. Moi, ce que j'ai demandé, c'est de savoir quelles sont les synergies qui ont été créées dans cet espace et qui ont été créées parce qu'on a mis au même endroit, sur des centaines de mètres carrés qui devaient être complètement, qui n'auraient pas été utilisés, on a mis au même endroit un centre d'hébergement qui accueille des personnes en très grande difficulté, qui accueille des migrants. On a mis au même endroit des artistes, on y a mis des entreprises et on y a mis des structures de l'économie sociale et solidaire. Et ça a fait un maillage qui a donné lieu à des choses tout à fait surprenantes. Donc pour moi, si vous me demandez si ce type d'expérience, c'est-à-dire d'utiliser des lieux qui ne sont pas censés être habités à un moment donné pour pouvoir y installer des structures qui vont innover parce qu'elles ont ça dans leur ADN, parce que c'est leur manière d'être. Les structures d'économie sociale, elles font ça, les artistes font ça, c'est-à-dire qu'ils répondent. Pour les structures d'économie sociale, ils répondent aux grands enjeux. Donc si l'enjeu c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, je pense à Foot de rue par exemple qui s'est installé là, si l'enjeu c'est la lutte pour eux, la lutte contre le gaspillage alimentaire, ils vont aller inventer tout un système qu'on n'imagine même pas encore dans cette pièce, qui va aller récupérer le gaspillage alimentaire de Rungis, qui va le faire cuisiner par des femmes en insertion ou des hommes en insertion, et qui in fine va aller créer des nouveaux produits qu'on n'avait pas imaginés. Donc la réponse pour moi à cette question sur les grands voisins, elle est sans aucun doute, oui, c'est de l'innovation sociale. Par contre, la réponse, et là parce que dans ce que vous présentiez, c'est la question, quand vous parliez de plateau urbain, vous parliez en fait du fait de rendre commerciale cette forme de réutilisation. Et là, vous exprimez très bien ce qui au départ est de l'intérêt général, c'est-à-dire ça a été du gaspillage, on va en faire une utilisation pour de l'intérêt général, et là, hop, on se rend compte que non seulement c'est de l'intérêt général, mais que ça peut devenir de l'intérêt particulier, ou en tout cas de l'intérêt commercial. Et on va transformer ce que nous mettions en avant pour de l'intérêt général en une offre commerciale que vont s'approprier un certain nombre de structures. Alors je ne sais pas si Plateau Urbain fait ça, pas uniquement je pense, parce que je sais qu'ils sont très présents sur le site des Grands Voisins où ça a bien fonctionné, mais ils n'étaient pas tout seuls. Sur le site des Grands Voisins, il y avait aussi Aurore, Aurore, qui est une organisation que vous connaissez, une organisation de solidarité, à qui nous avions confié, nous, Mairie de Paris, le site des Grands Voisins. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, je dis que là, nous avons, nous, la responsabilité de savoir à qui nous confions ces sites intercalaires en gestion, car en fonction de la structure qui prendra la mission, eh bien, je pense qu'elle sera menée différemment. Donc moi, mon avis, tout comme en économie circulaire, je pense qu'il faut aller dans les interstices de gaspillage de la société pour pouvoir créer de l'intérêt général. Alors une partie, bien sûr, sera transformée en intérêt commercial. Il faut y garder l'intérêt général. Et ça, c'est tout l'enjeu qu'on a à faire, mais pas que sur la question intercalaire. La deuxième question, mais par contre, c'est ce que j'allais dire. Je vous donne la parole peut-être tout de suite, parce qu'après, sur... Ce qui est très intéressant, c'est que sur la précarité, en fait, on est comme des réfugiés systémiques. C'est-à-dire que ce système ne nous convient pas. On n'arrive pas à avoir les financements, les codes des marchés publics, c'est l'enfer. On n'a pas les réglementations, les monnaies, les machins, enfin voilà. Et donc on est très précaire en fait dans cette économie. Mais en fait on est précaire financièrement. Mais par contre, on n'est pas du tout précaire socialement. On a un réseau entrepreneurial, associatif, d'amis, etc., qui
qui fait notre résilience. Et du coup, on a été, la plupart du temps, on est obligé en fait de devenir entrepreneur. Moi, par exemple, ça a été une recherche qui n'a pas été... il a fallu que je crée mon entreprise pour en vivre, parce que sinon, je l'abandonnais, quoi. Et finalement, c'est très dur, mais finalement, c'est une chance. Parce que on est prêt, quoi. On se l'est collé, l'entreprise, en fait. Le fait de devoir aller chercher sa croûte. Et on est quand même beaucoup comme ça. Et sauf qu'on entreprend en effet différemment. On entreprend en écosystème. On entreprend avec des formes. On cherche des. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Moi, j'ai essayé de mettre mon business en association. En fait, et puis, enfin voilà, je dois tout recommencer à zéro, quoi, parce qu'on n'a pas réussi. C'est tout. On est en transition. On n'a pas réussi. Mais on est sûr qu'on va y arriver un jour. C'est ça qui est terrible. Et je crois que, enfin voilà. Donc, je pense qu'on a. C'est des communs. En fait, on forme des communs. Et on a retrouvé une forme d'organisation de façon non consciente. Internet forme des communs, le web forme des communs. Et simplement, dans le web, dans un Facebook, dans un Google, on n'a pas la gouvernance. Et on coche une fois la case accepter les conditions, après on la revoit même plus. Et tout ce on disait que cette économie, elle va chercher les individus dans tout ce qu'ils sont, leur expertise, leur vivant, leurs émotions, etc. C'est ce qu'on fait sur les réseaux. C'est nos données personnelles. Et le problème, c'est que des données personnelles, quand on n'en a pas la gouvernance, eh bien, enfin, Julian Assange et Edward Snowden sont des réfugiés politiques du bloc occidental parce qu'ils ont dénoncé la surveillance. Et lorsqu'un commun, qui soit numérique, qui soit à tous les niveaux d'ailleurs, n'est pas... la redistribution de la valeur ne se fait... lorsqu'il s'arrête à la gouvernance et que leurs contributeurs n'ont pas la gouvernance, ils deviennent prédateurs le commun devient prédateur de ses contributeurs. C'est ce qu'on voit avec Uber, c'est ce qu'on voit avec Airbnb. Airbnb forme un commun immobilier, un commun d'information où on raconte on dit voilà, ça c'est disponible et machin. Et puis finalement, en fait, les acteurs n'en ont plus la gouvernance, quoi. Et là, il devient prédateur et ça va très très vite. C'est bien pour ça qu'il faut quand même qu'on aille vite. Et c'est super dur parce par contre, on a perdu la culture de la gouvernance de nos communs. Et alors, moi, j'étais assez déprimée quand même là-dessus, parce que franchement, les problèmes de gouvernance, on s'en est coltiné. Et je me rends compte que finalement, on a juste perdu la culture, parce que on a retrouvé spontanément cette forme d'organisation. C'est en fait la forme la plus spontanée de l'humanité. Et donc, ça veut dire qu'on a toujours su faire. Voilà, il faut juste en retrouver la culture. Et je voulais encore dire autre chose, mais ça ne doit pas être intéressant, parce que je l'ai oublié. Oui, pour réagir sur les grands voisins et les locaux intermédiaires. J'ai une position qui est en même temps tranchée et en même temps ambivalente. J'aurais tendance à penser que ce qui se passe aujourd'hui aux grands voisins aurait pu advenir il y a bien longtemps et est advenu il y a bien longtemps. On a proposé, et là je dis on, dans le cadre des activités que je vous décrivais tout à l'heure, des activités de réquisition citoyenne, terme galvaudé qu'on va résumer en squat. Ces organisations-là ont pris corps, ont vécu de manière différente que la façon dont elles sont proposées aujourd'hui. Aujourd'hui, pour reprendre l'exemple des grands voisins, qu'on soit sur Plateau Urbain ou Aurore, le fonctionnement a été relativement simple. Je le schématise, je le simplifie pour aider à la compréhension de mon propos. La collectivité a proposé à Aurore ou à Plateau Urbain, peu importe l'acteur, de se saisir de l'organisation et de la vie intermédiaire de ces locaux-là. En a été déduit une enveloppe de fonctionnement. En gros, l'ensemble de ces locaux-là coûteront à l'exploitation ex nihilo, c'est-à-dire sans autre projet que le simple fait de tenir ces locaux en usage, une quantité d'argent définie. La posture qui a été choisie par Aurore a été de dire, ok, on prend ces frais, ces charges, et on les divise par mètre carré. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, on était aux alentours de 150 € du mètre carré à l'origine. Si on prend le prix, on convient de la nécessité de l'entretien de l'ensemble de ce bâti-là, qui est quand même colossal. Hein. On est quand même sur l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Je ne sais plus combien d'hectares ça fait. Je crois qu'on passe... Combien ? Voilà, je vais dire, je crois qu'on passe les 4 hectares, mais peu importe. C'est un principe qui est louable, ok. Disons-nous que la collectivité nous a demandé de nous orienter vers ce choix-là. Très bien.
On a proposé par le passé des systèmes d'organisation qui ont été relativement divergents. Plutôt que de se dire, on a une nécessité financière sur la tenue de ces locaux-là, on est parti du principe que ces locaux-là étant une ressource, on s'adossait à la capacité des projets qui pouvaient s'y implanter pour envisager l'entretien de ces locaux-là. On en a fait la preuve avec un certain nombre de bâtiments qui, ayant été squattés par nous pendant des périodes plus ou moins longues, ont retiré de tout ça un entretien qui n'aurait pas été le cas si toutefois ces locaux-là avaient été laissés à l'abandon. Donc plutôt que de dire ça va nous coûter tant et chacun va pouvoir mettre au pot pour que ces bâtiments puissent être exploités, prenons le système dans l'inverse et se disons qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place et qu'est-ce que ce qu'on va mettre en place va pouvoir apporter au collectif sur la gestion de ces locaux-là. Posons des bornes, posons des limites et voyons en avançant, en fonction du nombre de projets qui arrivent, ce qu'il est possible de faire. J'y vois ni une avancée, ni une reculée sur l'innovation sociale. J'y vois une absence de discernement de la collectivité sur des propositions qui lui avaient été faites préalablement. Et une absence de confiance. On parlait, et il me semble avoir lu ça dans ton ouvrage aussi, de la confiance collective. Remettre la confiance collective au sein des relations entre la collectivité et les acteurs, c'est le meilleur moyen, d'une part pour responsabiliser ces acteurs, et d'autre part pour donner à la collectivité l'occasion de ne plus gérer un certain nombre de facteurs. Donc non, il n'y a pas d'avancée, non, il n'y a pas de reculée, si ce n'est sur les résultantes, il y a de belles avancées, il y a une synergie qui a été créée, mais juste sur le mode de fonctionnement, comment c'est proposé et comment ça vit structurellement, sans parler des résultantes, je pense que c'est une reculée. Je pense que c'est attrapé par le mauvais côté et qu'on n'a pas forcément saisi l'opportunité qu'on aurait pu saisir pour que les choses se passent différemment avec la même résultante. C'est la même résultante. C'est le système qui amène au résultat dont je parle là, et c'est pas le résultat. Bien entendu qu'il est porteur d'un certain nombre de points extrêmement positifs. Oui. Alors, deuxième question, mais simplement pour dire qu'effectivement, il y a malgré tout une forme de frilosité, et j'en veux pour preuve un combat qu'on a mené ensemble et qu'on a mené ensemble, mais en tout cas dont on a beaucoup parlé, sur la régularisation d'un squat par la mairie de Paris, qui était un squat qui travaillait sur la lutte anti-gaspi, qui est le Free and Pony que vous devez connaître, qui ne travaille pas que là-dessus, hein, bien sûr, mais qui nous intéressait parce que c'était un modèle qui était assez étonnant en matière d'économie circulaire. On allait chercher ce qui était gaspillé à Rungis pour en faire des repas à prix libre, et puis en même temps on allait utiliser des espaces non utilisés par la ville depuis des dizaines d'années, de les squatter et d'en faire un lieu de vie. C'est pas si simple que ça de faire accepter à une collectivité et à une institution le fait que ça c'est régulier, que ça devienne régulier. Et ça je le comprends parce que sinon ça veut dire que il n'y a pas de règles. Nous, on a besoin de conventions d'occupation de l'espace public, on a besoin d'avoir un certain nombre de règles qui sont, et d'ailleurs, si vous êtes avocat, vous le disiez vous-même, vous le comprenez très très bien. Donc après, sur les modes d'organisation, c'est pareil, il y a une forme, et je l'accorde tout à fait, moi, une forme de frilosité à aller vers cela. Et d'ailleurs, j'en viens à répondre, je reviendrai après sur votre deuxième question, mais j'en viens à répondre à la question des moyens, parce que je crois que ça en fait partie, que la réponse est aussi dans les moyens. C'est-à-dire quels sont les moyens que nous avons, y compris en interne, parce que c'est ce dont vous parliez, pour pouvoir mener ces politiques. Une politique d'économie sociale et solidaire, tout comme une politique d'économie circulaire, nécessite une très très grande transversalité. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas tout. Et quand on dit transversalité, à chacun, ça peut vouloir dire c'est génial, une transversalité. Et puis en même temps, excusez-moi, il ne faut pas utiliser cette expression non plus. Il ne faut pas en utiliser en marche ni en même temps. Donc, et en même temps. J'ai perdu. Oui. Du coup, j'ai perdu ma phrase à force de dire ça. Oui, je sais que j'en étais en même temps. Oui, sur les moyens, donc je dis la transversalité, c'est très bien parce que ça permet d'avoir accès à tous les services, mais dans le même temps, ça ne nous dote pas. Oui, non, mais je l'assume quand même, mais dans le même temps, ça ne nous dote pas réellement de compétences en soi. Donc cette transversalité, il faut en saisir absolument tout l'intérêt,
tout en renforçant le fait d'avoir une compétence qui est propre. D'où l'importance aussi d'avoir des lois qui encadrent. Sur l'économie sociale et solidaire, c'est plus simple depuis 2014 d'être élu à l'économie sociale et solidaire, parce qu'on sait ce que c'est, parce qu'on sait comment elle est délimitée, et puis parce qu'on sait de qui elle est la compétence, comment elle peut se mettre en place sur un territoire, quels sont les éléments qui y sont liés, en particulier le schéma de la commande publique responsable, ou avec un texte de loi, on peut aller voir les services en disant mais comment ça, le schéma de la commande publique responsable, il n'est pas fait, il va falloir qu'on le fasse parce que c'est obligatoire, donc on va regarder notre commande publique. Et là, les services, Paris, c'est 50 000 agents, mais là, du coup, les services disent « Ah ben oui, c'est une obligation, comment faire pour y travailler ?» Et ils travaillent avec tout le professionnalisme qui les caractérise, qui est souvent très important dans la fonction publique territoriale, et se mettent effectivement à inventer un nouveau système tel que la loi le demande. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça que je voulais reboucler sur l'un et sur l'autre, mais je vais quand même terminer la réponse à votre question sur les moyens. Il est important d'avoir des budgets, c'est clair, mais nous avons une force incroyable en économie sociale et solidaire. Je ne sais plus qui de vous le disait, c'est le réseau. C'est-à-dire que oui, il faut avoir des budgets, mais attention, on a un réseau, quand on est élu à l'économie sociale et solidaire, un réseau d'acteurs qui est extrêmement fort dans l'imaginaire qu'il produit, dans l'espoir qu'il donne, dans l'innovation qu'il crée, qui est incroyable si on sait accompagner ce système pour qu'il réussisse ses actions. Et donc, vraiment, quand je dis il y a tout un enjeu d'accompagnement et de renforcement, c'est aussi pour ça, parce que ça renforce la politique d'économie sociale que l'on mène en donnant à voir sur le terrain ce que c'est. Pour ce qui est des moyens, donc, outre la question du budget qui... Il est vrai, à Paris, moi je suis pas si mal dotée en réalité par rapport à d'autres collectivités, que ce soit dans le budget d'investissement ou que ce soit dans le budget de fonctionnement, mais il est certes très très insuffisant au regard du besoin des structures, et encore plus maintenant avec les problématiques d'emploi aidé. Pour autant, je le dis, il y a des moyens de le faire. Mais une manière de le contourner ça, et à Paris, le budget participatif est un moyen de dire aux citoyens, mais que voulez-vous qu'on fasse ? Vous l'avez eu ici. Moi, le budget participatif, tous les ans, il y a des projets que je mène grâce au budget participatif, c'est-à-dire grâce au choix des Parisiens qui disent « Ah ben oui, nous, on veut lutter contre le gaspillage alimentaire et on veut financer des projets qui luttent contre ça. Nous, on veut favoriser le réemploi. C'est quand même près de 7 millions d'euros attribués par le budget participatif à des projets de réemploi cette année. C'est 2 millions d'euros qui ont été attribués par le budget participatif à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc vous voyez, quand on donne la parole aux citoyens, on se rend compte que ce sont des projets qui relèvent de cette économie alternative qui sont choisis, et donc c'est aussi un moyen de pouvoir les renforcer. Ensuite, donner à voir ce qu'est l'ESS pour l'acculturation. Nous, on a créé à Paris la Maison des Canaux, qui est la maison des économies solidaires et innovantes, qui a cet objectif, c'est-à-dire de montrer que c'est beau. Et là, j'insiste là-dessus, parce que souvent, quand on parle de ces économies alternatives, on imagine un truc un peu poussiéreux, qui est moche, enfin, excusez-moi, mais je vous fais tous les stéréotypes, qui est moche. Quand on parle d'insertion, on imagine des personnes qui sortent tout juste de prison, etc. En réalité, ça recouvre des réalités, mais des réalités tout autres. C'est-à-dire qu'on a plein d'artistes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, qui font des choses absolument magnifiques, qui font notamment des lustres absolument magnifiques, enfin parce qu'on pense à Junior Fritz Jacquet, mais qui font aussi, qui travaillent du plastique, des bouteilles en plastique pour en faire des fleurs magnifiques. Bon bref, on trouve absolument et des artistes et des artisans incroyables. Et la Maison des Canaux a été fait, d'ailleurs je crois que tu étais dans la partie en amont de la Maison des Canaux, dans la partie configuration, a été faite pour montrer que c'est beau et que c'est bien. Et aujourd'hui, tous les services de la ville, par exemple, se réunissent régulièrement dans cet espace, mais du coup tombent amoureux de cet espace. Et c'est ça qui va les conduire aussi à changer leur manière de travailler en disant « mais en fait, c'est magnifique, c'est super beau ces lustres. Dire que c'est fait par des femmes en insertion, à chaque fois, on devrait faire appel à ce type d'entreprise. » Et c'est en changeant aussi
le regard sur ce qu'est cette économie. C'est pas une petite économie un peu poussiéreuse qui sait pas quoi faire, toujours subventionnée. C'est pas ça. C'est une économie extrêmement créatrice, extrêmement gaie, extrêmement intéressante, très écolo, etc. Et ça se voit. Et surtout, ça peut faire de très très belles choses. Donc ça, c'est pour changer le regard sur cette économie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Juste sur les moyens, on a les moyens qui sont à disposition, mais il y a aussi les moyens qui se créent grâce à, et pour recroiser avec la question de la confiance, qui se créent grâce aux intervenants. Je vais prendre 2 exemples. Ce lieu-ci et les locaux dans lesquels la Petite Roquette exerce son activité. Au moment de la formalisation de cet espace d'atelier en commun, il a été bien entendu sujet du financement des travaux. Le financement des travaux qui, sur un lieu de plus de 1500 mètres carrés, j'ose imaginer que vous cernez l'enveloppe budgétaire qui va derrière, qui dépassait de loin les, je parle sous ton contrôle également, 2 voire 3 millions d'euros. La question de confiance s'est posée au moment où on a dit à la collectivité: écoutez, on vous propose un enjeu. C'est simple. Aujourd'hui, les travaux valent 2 à 3 millions d'euros. On va essayer de produire, ou en tout cas de faire, s'ils sont faits par la ville, dans le cadre habituel du marché public et avec l'usage qu'on a des travaux dans une collectivité. Ce qui est un usage, à n'en pas discuter, certainement raisonnable, mais faisons une démonstration. On s'est saisi de cette question-là et on a consulté, au même titre que vous, si vous souhaitez faire rénover votre habitat, des entreprises de droit commun sur lesquelles on a proposé les devis à la ville de Paris. Et il s'est avéré que l'ensemble et le montant de ces travaux-là, au lieu de plafonner à 3 millions d'euros, c'est réduit à 350 000 euros, 349 000 si ma mémoire est bonne. Donc là, plutôt que des moyens, on a empêché à la collectivité de dépenser près de 2,5 millions d'euros. Autre exemple sur les locaux de la Petite Roquette, alors là c'était carrément pharaonique, une étude de faisabilité avait été réalisée sur l'aménagement de ces locaux et par miracle pour une ressourcerie, et le précédent porteur de projet qui elle-même a aujourd'hui une autre structure qui s'appelle la Réserve des Arts, Sandrine Andréini, s'était vu afficher une enveloppe de plus de 7 millions de travaux. Bon, après, avec toute la raison qu'on peut accorder à cette enveloppe-là, on s'est quand même dit, si on annonce ça à l'hôtel de ville à un moment ou à un autre, quand il s'agit de changer d'échelle, de passer d'un petit local de 200 mètres carrés à plus de 1000 mètres carrés, je ne pense pas que ça passe vraiment crème. Donc on a fait exactement le même processus et on est allé plus loin. On a internalisé les travaux avec les compétences des salariés, des bénévoles et de ceux qui gravitaient autour de notre giron. Je suis pour ma part professionnel en construction qui a permis d'asseoir un certain socle de confiance, parce que c'est ce dont il faut doter la collectivité pour qu'elle puisse s'engager dans ce genre de processus. Et on est tombé de 7 millions, alors là, à quelque chose qui va peut-être vous faire bondir, à moins de 100 000 euros. Pour des aménagements de niveau qualitatif. Non, c'était pas vous. Non, c'était un cabinet d'architectes. Un niveau qualitatif, esthétique, qui n'a pas de mesure, effectivement, mais qui, dans la nécessité et dans le besoin, répond, et dans la sécurité également, parce que c'est de ça dont il s'agit la plupart du temps, répond tout à fait à nos attentes. Donc non, la collectivité n'a peut-être pas autant de moyens qu'il en faudrait pour le secteur, mais en tout cas, le secteur peut lui éviter des dépenses. Ça, c'est des exemples qui sont concrets, simples et qui ont fonctionné. Donc on peut se dire que oui, sur la base des collaborations qu'on peut mener, collectivités et acteurs, on peut arriver à trouver du budget. Puisque mon rôle ici, c'est de généraliser, en fait, ce facteur 10, c'est un facteur qu'on retrouve partout. Voilà. Et sans les synergies, quand les facteurs 10 se mettent en synergie, ça change d'échelle, c'est hallucinant. Et c'est en effet une économie de la beauté. Et ça... C'est incroyable. Et là, je voyais une expérience du supermarché inversé qui est en train de se faire, qui s'est fait en Gironde. C'est beau. Le supermarché inversé, c'est en fait un local à disposition pour amener ces objets usagés, associés avec des réparateurs, des machins, etc. Et on vient chercher, quoi. Et maintenant, ils mettent une pépinière d'entreprise, etc. Et ils ont fait un local magnifique. Et alors, ce qui est génial, c'est que ça a mis 5-6 ans pour concerter tout le monde, pour changer le regard de tout le monde, mais une fois que c'est en place, en 6 mois, là, les résultats qu'ils ont, c'est de la folie.
Oui, alors je vais aller très vite sur la loi économie circulaire. Moi, il se trouve justement, et c'est ce que disait Francine tout à l'heure, que je travaille moi en ce moment, puisque je suis ambassadrice de l'économie circulaire. Je travaille à la feuille de route économie circulaire pour Nicolas Hulot. On a fait déjà les premières séries d'ateliers et il est prévu qu'il y ait une feuille de route économie circulaire en mars 2018, avec sans doute une loi afférente dans la foulée. Donc on y travaille. Après, c'est très compliqué parce que l'approche d'économie circulaire est... Enfin, aujourd'hui, rien n'est fait dans une approche d'économie circulaire. Et on est dans une telle société de je produis, je consomme, je jette, partout, que ce soit pour les marchés publics, que ce soit pour dans la grande consommation, etc., qu'en fait, ça nécessite et d'avoir un foisonnement d'activités différentes à traiter. On ne le traite pas de la même manière dans les travaux publics qu'on le traite dans l'alimentation ou sur la gestion des déchets, parce qu'aujourd'hui, l'économie circulaire dans la loi se résume à la question du zéro déchet. Or, oui, c'est tout, puisqu'en fait, elle est intégrée dans la loi de transition écologique. Non, c'est pas tout. Il y a trois éléments. Il y a la question du zéro déchet, c'est-à-dire quel pourcentage de recyclage et de réduction des déchets on a. Il y a la question de l'obsolescence programmée qui va aller enrichir la loi, et il y a un troisième élément qui est la question des marchés publics. Mais sinon, tout le reste, hormis les deux derniers, tout le reste, c'est bien de la gestion des déchets. Or, ça va beaucoup plus loin. Il faut intégrer l'éco-conception, il faut bien sûr intégrer la lutte contre l'obsolescence programmée, mais ça veut dire aussi d'intégrer une autre forme de consommation, de favoriser, quand on dit favoriser l'économie de la fonctionnalité, moi je vais vous dire pour le public, c'est pas si simple en fait, parce qu'on passe d'un budget de fonctionnement à on passe d'un budget d'investissement à un budget de fonctionnement. Or les collectivités sont très tendues souvent sur leur budget de fonctionnement et souvent ont un peu plus de marge sur le budget d'investissement. Donc quand vous allez expliquer aux services financiers que non, on va pas, en fait les voitures, on ne va pas les acheter, mais en fait, on va les louer et puis on va demander... pour les voitures, ok, ça, on le faisait déjà avant. Mais quand vous allez multiplier les objets sur lesquels vous allez faire ça, ils vont vous dire, mais ça ne va pas, on n'a pas le budget, en fait, puisque tu déplaces des charges budgétaires d'investissement en fonctionnement. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses... Oui. Moi, je suis enseignant aussi en droit. Je suis enseignant en droit à l'université. C'est important ce que vous êtes en train de dire, et j'en viens sur le chercheur. Vous êtes en train de partir de l'empirique, de quelques éléments, pour essayer de construire un truc sur la base de choses empiriques. Mais vous le décrivez très bien, il faut un cadre plus général pour permettre aux expérimentations, des expérimentations déjà qu'on ne connaît pas encore, de pouvoir, dans le cadre général, pouvoir, je dirais, prospérer. Prospérer, pas prospérer forcément financièrement. Et c'est là où la méthode, c'est là où je ne comprends pas. C'est-à-dire pour moi, il faut partir d'une loi qui a un caractère général et universel. C'est le principe de base de tous les étudiants, même d'une loi, comment elle est faite. Elle a un caractère absolu, elle est générale. Et c'est ça. Et c'est-à-dire que là où voilà. Donc mon observation, c'était vous partez du déchet, vous partez pas vous, hein, c'est naturellement. Mais ce que je veux dire, ce qui est en train de se passer, c'est on va partir de petites choses. Vous savez, une petite loi par rapport à des micro-points, alors que ça devrait être un cadre général qui permette aux acteurs type une ressourcerie, type une économie circulaire, déchets, type des ateliers partagés, du coworking. Il n'y a toujours pas de réglementation sur le coworking en matière de baux commerciaux, par exemple, on ne sait pas ce que c'est. Mais voilà, donc c'est là où je pense que vous devez, à mon sens, dire faites un cadre simple et général où après les acteurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Tout à fait. C'est ce qui est c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, mais un cadre simple et général. Ça veut dire qu'il faut fixer l'organisation territoriale. Ça veut dire qu'il faut lever un certain nombre de freins qui peuvent être des freins par filière et pas nécessairement des freins généraux. À un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis et aller dire que non, on ne peut pas faire du compost n'importe où pour faire de la gestion de biodéchets, même si, on ne peut pas avec des biodéchets faire du compost partout, parce qu'aujourd'hui, la loi nous impose d'avoir
pour chaque compost la réglementation nous impose pour avoir à chaque compost une étude spécifique de qualité du compost avant de pouvoir aller la mettre dans un jardin, etc. Donc on a plein de freins. C'est pour ça que je disais c'est une multitude de freins à lever avant de pouvoir entrer dans une économie circulaire, mais on est en train d'y travailler à la fois de manière générale sur une organisation territoriale, sur la tarification et la fiscalité dont je n'ose pas parler ici, sur également toute la question de la consommation responsable. C'est en train d'être en ce moment élaboré en concertation avec tous les acteurs. Je termine juste pour ce qui me concerne et pour les réponses aux questions qui ont été posées. Après, je passerai la parole. Europacity et Gonesse, il est parti, mais je vais quand même y répondre parce que c'est super. Ah non, vous êtes là, pardon. Excusez-moi. Europacity et Gonesse. Vous avez raison, il y a un vœu qui a été proposé à la ville de Paris, au Conseil de Paris, sur Gonesse, proposé d'ailleurs à l'initiative du groupe écologiste dont je fais partie, qui proposait qu'on soutienne... Pardon, je parle d'Europacity, qu'on soutienne les opposants à Europacity et qu'on préserve ces terres-là comme étant des terres agricoles. Je ne débat pas sur le sujet. Moi, je suis effectivement tout à fait favorable à ce que Europacity ne se fasse pas, que nous maintenions ces terres comme étant comme les terres agricoles les plus productives de la région et que nous y travaillons au contraire pour qu'elles puissent continuer à nourrir non seulement Paris, mais l'ensemble des territoires. La question, vous avez posé une question moi, que j'aime bien, qui fait en fait qui fait faire écho à l'agriculture urbaine, l'agriculture classique. Et moi, je trouve que c'est très important ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en ville, on a tendance à dire on va mettre de l'agriculture urbaine parce qu'en fait, il faut créer de la production en ville. Moi, honnêtement, produire des fraises dans des containers, quand les agriculteurs qui produisent des fraises en Gironde ou je ne sais où sont incapables de vivre de leur activité, moi, ça me pose question. Parce que je préfère que les fraises soient cultivées de pleine terre par des gens dont c'est le métier et qui en vivent plutôt qu'elles soient cultivées avec une lumière artificielle dans des containers en ville. Il y a quand même quelque chose, et je crois que c'est à peu près ce que vous disiez, je veux juste l'illustrer. Moi, je suis d'accord avec vous. La semaine prochaine, je remets les prix d'un appel à projet que j'ai lancé au mois d'avril qui s'appelle Solidarité Paris Campagne et qui vise en fait à créer d'autres liens entre Paris et des territoires ruraux, à créer d'autres liens parce que, alors certes, il y a le lien lié à l'alimentation, mais pas uniquement. En fait, il existe en ce moment, et c'est le cas de partout, ça existe aussi, aux États-Unis, c'est comme ça que Trump a été élu, etc. Parce que ce schisme, en fait, entre territoires urbains et territoires ruraux va aussi amener des positions démocratiques très extrêmes qui amènent quelquefois au pire. Donc je pense que c'est un sujet dont on doit se saisir pour inventer d'autres relations, en particulier pour Paris qui est capitale, entre la ville et les campagnes. Et donc on est en train d'imaginer une sorte de jumelage entre Paris et une toute petite ville de 800 habitants. On est en train d'imaginer des programmes pour permettre aux Parisiens, ceux qui le souhaitent, d'aller s'installer à la campagne, mais aussi des programmes où des agriculteurs envoient l'alimentation et les Parisiens envoient leurs biodéchets pour pouvoir réalimenter les terres. Enfin, plein de choses de ce type-là. Et c'est la semaine prochaine qu'on remet les premiers trophées. Donc moi, je suis assez en phase en fait avec le ton de votre intervention. Je comprends ce que vous disiez sur Europacity. Le Conseil de Paris a voté de ne pas se prononcer là-dessus. Moi, j'ai aucun mal à me prononcer là-dessus et à me prononcer contre. Voilà. Juste un petit retour sur les moyens dont la personne qui était là tout à l'heure évoquait la disponibilité. On a bien entendu la notion de moyens économiques et financiers. Ok, on vient d'en parler. Il y a aussi les moyens techniques et les moyens normatifs. On a assisté pendant très longtemps à un empilement d'impossibilités car le cadre légal ne le permet pas, car le cadre normatif ne le permet pas. Bref, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour surseoir à des problématiques au fur et à mesure de l'évolution du droit qui rendent impossibles certaines innovations. Je vais vous donner un exemple simple et qui concerne le secteur de la construction. Il existe un processus qui s'appelle le permis de faire,
qui est délivré par les autorités compétentes en la matière, ou en tout cas qui est validé par le corpus productif du secteur de la construction, qui autorise un certain nombre de dérogations à la règle, dans la mesure où elles font appel au bon sens et elles font appel à l'intérêt, soit du projet ou à l'intérêt collectif. Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas que sous l'égide de certaines instances mixtes, pouvoir public, entreprises, associations, un certain nombre de permis de faire soient délivrés dans d'autres secteurs? Pourquoi est-ce qu'on se bride? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'être innovant jusqu'au bout pour permettre l'innovation et qu'on ne développerait pas cette idée de « Ok, vous avez une idée, on sait que le cadre légal est un peu contraignant, on va quand même essayer de voir ce que vous proposez comme solution palliative ou solution d'aménagement pour les rendre possibles. » Et intégrer les pouvoirs publics et les collectivités dans cette démarche ferait aussi preuve de la reconnaissance dont ont besoin les acteurs qui proposent ce genre de solutions qui sont toutes faisables. Donc c'est aussi un moyen assez riche et assez fort pour se dégager des notions lobbyistes qu'on rencontre et qui nous barrent la route très régulièrement. On parle du bâtiment, on peut parler des biens de consommation courante, de la réparabilité, moi je veux réparer mon lave-vaisselle, mais si je mets les mains dedans, attention, si jamais tu t'électrocutes ou tu coupes le doigt, tu vas pas... Non. Il y a des initiatives qui peuvent être mise en valeur et certainement et certaines fois captable par tout un chacun, par tout le monde, qui bénéficierait de ces aménagements-là. On a largement dépassé le temps, mais s'il y a encore des questions, profitez-en. Moi, je voulais juste dire quelque chose par rapport à la vitesse et la lenteur. Il me semble que vu l'ampleur de tout ce qu'on a évoqué et de l'enjeu de toute cette réorganisation, il y a une notion d'urgence, mais je pense que c'est vraiment important de ne pas bâcler les choses et de vraiment justement prendre le temps de penser tout ça, parce que c'est réarticuler complètement les choses et réorganiser autrement la société. Et il me semble que c'est vraiment important que tout le monde, même tous ensemble si on pouvait le faire, on prenne le temps vraiment d'ouvrir tous ces sujets, tous ces dossiers. Ça demande, il me semble, de changer des lois, de légiférer autrement. Et par rapport aux freins dont vous parliez à lever, c'est aussi ça qui permet d'avancer, parce que c'est aussi les besoins ou les particularités des territoires qui vont aussi dire de quoi on a besoin et comment on peut réorienter ou refaire les lois. Par exemple, vous parliez du compost ou même de l'agriculture. On ne peut pas cultiver n'importe quoi sur n'importe quelle terre. Et ça aussi, je pense qu'on ne l'a pas du tout pris en considération jusque maintenant. Donc ça demande peut-être aussi à rentrer dans la loi à un moment pour que ce soit bien établi. Mais voilà, je voulais juste dire ça par rapport à cette vitesse et à prendre le temps aussi et que les chiffres aussi, on en a besoin pour voilà, que tout ça reprenne sa place et que ce ne soit pas bâclé, quoi, pour que ça dure. On n'a pas les indicateurs qui sont adaptés à l'économie régénérative. Donc, la seule chose qu'on sait mesurer, c'est la régénération financière. Ça, on sait bien la régénération. Ça, on sait très bien la mesurer. La régénération écologique, la régénération économique des parties prenantes, la régénération sociale, il y a des entreprises, des associations de par le monde qui en produisent, mais on ne les a pas. On n'a pas encore les indicateurs. Et c'est un des blocages économiques qu'on a, parce que du coup, il y a plein de gens qui sont convaincus de tout ça, mais qui n'arrivent pas à convaincre au-dessus leur administration d'entreprise ou d'institution d'y aller, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les indicateurs. Oui, du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a cette accélération, mais il y a vraiment besoin aussi de prendre des vrais temps de pause pour que les gens qui ont étudié, qui ont des solutions, puissent aussi les dire, les communiquer aux politiques, et que tout ça, ça communique pour qu'on ait du concret aussi. Et que c'est important de se poser pour faire ça. Et très rapidement, j'y vois une double approche. La société dans laquelle on vit aujourd'hui nous impose sur la communication d'être très rapide, très réactif. Alors, une proposition simple, soyons sur ces sujets-là communicants, très rapides, très consensuels, apportons des solutions coup de poing à certaines problématiques, le temps de la mise en œuvre de ces solutions-là, qui vont être
frapper au saut de l'évidence, va permettre au plus complexe, à la réorganisation un peu plus profonde de la société et de ses enjeux, de se développer dans le même temps. Il y a des grosses annonces, on travaille dessus parce qu'on a les solutions, on peut s'inspirer d'un travail qui peut remonter à peu près au siècle passé, revenir aussi à certains usages. Et pendant ce temps-là, travaillons sur le fond, travaillons sur l'articulation. Il y a les deux choses en même temps. Oui. Merci beaucoup. C'est peut-être le mot de la fin. Merci à nos débatteurs. Merci à vous pour votre écoute. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de ce que sont devenus les projets qui ont été ici évoqués.